Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 4, les films de gangsters. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Un thème de prédilection, un thème qui fait fantasmer pas mal d'auditeurs et d'auditrices. On va aujourd'hui traiter des films de gangsters, des films de mafia. Et je suis entouré de 3 malfrats d'envergure aujourd'hui, tous masqués avec le Covid, donc on est vraiment dans la thématique. On a un grand retour, criminel endurci. Il n'était pas là pendant quelques épisodes parce qu'il avait quelques jours à la centrale à récupérer. Liberté conditionnelle. Il n'a pas que des bracelets au poignet. Je présente mon gars Seb. Seb, comment ça va? Ça va, tranquille. Un autre brigand d'envergure. Hein. Il a traversé l'Asie. J'allais dire le périph', mais je pensais pas qu'il venait d'aussi loin. Voilà, Mo qui est avec nous. Comment tu vas, Mo? Ça va, vous savez qu'il y en a qui ont été enterrés dans une arrière-cour pour moins que ça, hein, les vannes. Ouais, c'est vrai qu'il faut que tu fasses gaffe, Seb. Hein. Faut vraiment se méfier de l'eau qui dort et des gens les plus calmes. Et parmi les gens calmes, le dernier invité. Alors lui, c'est une spéciale pour moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur de l'accueillir aujourd'hui. C'est une première. Mon pote Christophe, a.k.a. Ronaldo, R9, hein, attention. Pas CR7, le vrai. Le vrai R9. Comment tu vas, Christophe? Bah écoute, Jamel, déjà je suis content que tu m'aies invité. Même si cette invitation elle était avant le confinement, mais voilà, on a patienté, maintenant je suis là. Et puis on va parler des films de gangsters. Bah, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. Il faut savoir que j'ai une vraie relation avec Christophe, parce que je le connais depuis maintenant 18 ans. On était tous les deux vendeurs DVD. À la sauvette Non, pas à la sauvette, presque. On était au Virgin Megastore de la Défense, rayon DVD vidéo. Et je me souviens très bien, en fait, sur les têtes de gondole, en fait, on avait des écrans qui étaient pour diffuser les bandes annonces, les extraits de films. Et Christophe, il diffusait les extraits des meilleurs buts de Ronaldo à l'Inter. C'est réel, hein, ce que je vous dis. C'est totalement réel. Ouais. Non, on se posait comme ça, tranquille. Il me disait, attends, regarde l'action, regarde tout, la fin de corps et tout, ce truc de ouf. C'est pour ça que le Virgin Megastore a fermé finalement. Bah, on n'a pas duré très longtemps là-bas. Mais en tout cas, voilà, on était en période de Coupe du Monde. Hein. On était en période de Coupe du Monde 2002. C'est ça, hein, ça fait donc 18 ans. Ouais, ça fait 18 ans. Ouais, le temps passe très vite. Donc voilà, revenons un petit peu à nos mafieux. Alors, donc j'ai rigoureusement sélectionné pour vous aujourd'hui 6 films de gangsters. Alors on va revisiter ensemble ces 6 films. Alors forcément, j'ai pas mis tout l'ensemble des films parce que voilà, c'est très compliqué. J'ai fait le parti pris de pouvoir en mettre certains de côté entre guillemets parce que je trouve qu'en réalité, ils auraient mérité à eux seuls un véritable podcast. Je veux parler bien sûr de la série Le Parrain de Coppola. Je veux parler aussi forcément de Scarface de Brian De Palma et tout son impact sur la pop culture. Il y avait aussi un autre film de Sergio Leone. Le Bon, la Brute et le Truand, ouais, un très grand film de gangster. Attention, c'est mon film préféré hein, de tous les temps. Attention, c'est mon film aussi de tous les temps. Donc, on va pas tester avec Le Bon, la Brute et le Truand parce que ça, c'est 4 podcasts minimum de 4 heures. Je disais, il était une fois en Amérique, donc de Sergio Leone, qu'on devait aussi traiter aujourd'hui. Mais bon, vraiment, ça va être trop dense. Comme je disais, ça reprend 3 périodes de vie du protagoniste principal, donc joué par De Niro, quand il est en tout cas en âge, parce qu'avant, c'est un enfant. Et forcément joué par un autre acteur. Il y a des thématiques chères aux films de gangsters. Je pense par exemple à la trahison. Je pense aux histoires d'amour. Je pense à l'ascension d'un malfrat, souvent une petite frappe qui ensuite devient un chef et ensuite on assiste à sa chute. Donc voilà, il y a pas mal de conventions qui reviennent dans le film de gangster. On peut diviser en différentes sortes de films de gangsters. Il y a ceux qui vont parler d'un système déjà bien établi de grand banditisme avec donc un chef, un système très pyramidal, et le film va décortiquer un petit peu cet univers-là, cette communauté. Et il y a d'autres films où là, ça va être plus des petites frappes, des petits gangsters qui font des petits larcins et qui se retrouvent un peu dépassés par les événements, et donc c'est eux qu'on va plutôt suivre. Voilà, moi je vois un peu cette différence-là dans les films. T'as une préférence, toi? Moi, j'ai aucune préférence. Moi, ce qui va primer pour moi, ça va être vraiment la mise en scène du réalisateur, hein, comment il va mettre en scène ce genre d'histoire. Et souvent, en revanche, ce qu'on peut voir dans ce genre, c'est qu'effectivement, il y a les grands classiques qu'on est obligé de citer, mais après, derrière eux, dans leur sillage, il y a une foultitude de films un peu qu'on oublie assez vite,
mais qui ont leur charme, qui fonctionnent bien et qu'on se plaît en fait à aimer et à ressortir de temps en temps. Et toi, Seb, est-ce que cette figure un peu fantasmée du gangster, est-ce que ça te parle un petit peu? Est-ce que t'es un fan un peu de ce genre de film ou pas du tout? Oui, moi j'aime beaucoup les films de gangsters, même les séries aussi, parce qu'il y en a eu quand même qui ont traité le sujet. Les Sopranos, on va en parler après. Hein. Par exemple, Soprano. C'est une grande série d'ailleurs, pour moi c'est une des meilleures séries du monde. Non, moi il y a un petit côté qui me fascine, c'est l'ascension de quelqu'un qui part de rien et qui a une ascension fulgurante, très rapide, qui agit en toute impunité et quand il est au summum de sa notoriété, si je puis dire. Et puis assister à sa chute, c'est assez, ça me touche. Quand j'étais gamin, ça me donnait envie aussi d'être. Je compatissais un petit peu, je me prenais un petit peu pour un petit caïd. Bon, bien sûr, ça sortait pas des murs de ma chambre. Hein. Et puis voilà, ça m'a toujours plu, quoi. Pour ma part, écoute, c'est un peu bizarre parce que moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, quand j'ai découvert Les Affranchis, mais on en reparlera. Tranquille. Ouais, Passe la première, tranquillement. Pas de spoiler sur le Pas de podcast. spoiler. Là, on est vraiment dans l'intro, on démarre tranquillement. Ok. Donc jusqu'à temps que j'ai découvert Les Affranchis quand j'avais 20 ans. Donc ça dit mon âge un petit peu, tu vois. Ouais. Moi, j'étais pas du tout fasciné par les films de gangsters. D'ailleurs, je suis passé à côté de Scarface, par exemple, alors que j'aurais pu le voir à une époque où j'avais l'âge. J'ai aperçu Scarface, mais voilà. Donc moi, je suis pas attiré par les films de gangsters à la base. Tu l'as aperçu, il est passé devant ta Ah fenêtre. ouais, il est passé comme Michael Jackson d'ailleurs. En moonwalk. Et j'ai pas fait gaffe à Billie Jean, ouais. Et j'ai découvert bien plus tard. Ah ouais. Bref, pour te dire, tu vois. T'habitais dans une grotte ou? Ah non, mais je sais pas, j'étais. C'était tu pas ton vois, délire en fait. Ouais, voilà. Et pourtant, je crois que tu sais que Michael Jackson, en l'occurrence, on pourrait faire un podcast là-dessus. En rayon DVD du Virgin Megastore. Billy the Kid, Billie Jean, il n'y a qu'un rayon qui les sépare. Exactement. Et donc, pour en parler des gangsters, tu vois, donc moi, en 91, quand je découvre Les Affranchis, effectivement, qu'est-ce qui me plaît ça va me faire découvrir les films de gangsters. Et je crois, là, ce qui a dû me plaire à l'époque, c'est un peu se faire par soi-même, tu vois. Pas passer par la voie normale, d'où la phrase de Ray Liotta dedans, métro, boulot, dodo, tout ça, c'est pas mon truc. Enfin, voilà, moi je suis fait pour avoir une vie hors du système, on va dire. Tu vois. Voilà, donc c'est un peu ça. Marginal. Ouais, voilà, Ce qui marginal. t'intéressait, c'était cette figure marginalisée, de s'autodéterminer en fait, de pas suivre forcément, de pas être dans un déterminisme. Même si paradoxalement, je vais découvrir après que dans les films de mafia, en fin de compte, c'est très codifié, c'est très hiérarchisé, voilà. Bien Mais sûr. bon, quand t'es jeune et que tu regardes ça, t'as l'impression que voilà. On a l'impression qu'ils ont leur destin en main, alors qu'en fait. Exactement, alors qu'en fin de compte, c'est une entreprise, quoi. C'est une entreprise exactement. Et le milieu carcéral aussi, c'est une entreprise très particulière. Ouais, à la fin, ils sont pas virés. Voilà, ils sont pas virés, mais ils peuvent travailler dedans. Ils sont liquidés. Voilà, Ils sont licenciés. Ils sont licenciés, effectivement. C'est une entreprise qu'on veut essayer de quitter le plus rapidement possible. Habituellement, on n'est pas trop chaud quand on a un CDI. Donc, on va commencer ces 6 films. On va commencer du plus récent au plus ancien. Et on va commencer par le premier film français, d'ailleurs, de la liste. Un prophète, de Jacques Audiard, sorti en 2009. T'as quel âge? 19 ans, pourquoi? Tu me regardes pas quand tu parles, tu regardes le mec qui est à côté. Oh, c'est moi que tu regardes. On m'a dit que t'avais pris 6 ans. Putain, ça va être long, 6 ans. Hein. T'as déjà eu des problèmes dans la cour, tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection? Je tiendrai le temps qu'il faudra. Vous voulez quoi, là? Oh. Te protéger. Alors, il y a 4 scénaristes Sur ce film. Jacques Audiard, donc auteur et réalisateur, Thomas Bidéguin, Nicolas Peufailly et Abdelraouf Dafri. Donc, concrètement, là, on y est sur l'ascension. Là, le film il met en scène un jeune délinquant notoire, donc une petite frappe qui va donc basculer progressivement de la petite délinquance au grand banditisme. Tout de suite, ce qui m'a marqué dans le film, c'est le côté très réaliste. L'impression de voir quasiment un documentaire. On a une plongée comme ça dans l'univers carcéral, c'est très violent. Mais je crois que c'est la force des films français aussi. Le côté réaliste comme ça, je trouve. Très, très porté avec des plans très serrés, des plans à l'épaule. On est dans une atmosphère très oppressante, très dure, malaisante. Moi, ce que j'avais noté, c'est qu'il y avait un véritable contraste entre justement le visage juvénile de Tahar Rahim et cet univers, ce paradigme qui est très difficile. Surtout, on voit aussi les relations entre détenus. On voit les conflits qu'il y a, les rapports de force, même j'ai envie de dire. C'est un film qui prend aux tripes.
Et on peut dire aussi que t'as Raïm, donc Malik dans le film, c'est une pièce maîtresse dans la prison parce que c'est lui qui va faire la jonction entre les malfrats corses, donc la mafia corse, et la mafia entre guillemets le clan des Maghrébins et le clan des Corses. Donc lui, il va réussir à faire la jonction, donc il va bosser pour les Corses et il va sortir à chaque fois justement de Perm pour accomplir certaines missions. Des fois, j'avais l'impression d'être dans GTA parce qu'il sort, il fait une mission, il revient à 19h après au central. En utilisant donc cette possibilité de sortir à la solde, on va dire, des Corses, il va commencer, lui, progressivement à gérer et à développer son propre business. Un contrepoint à apporter à ce que tu viens de dire, notamment le côté documentaire. Effectivement, il y a un côté très documentaire dans la mise en scène, mais il y a aussi du fantastique qui intervient dans le film. Il y a cette facette ésotérique, spirituelle, qui fait aussi l'originalité. C'est des moments d'espèce de rêverie comme ça, éveillés, avec le personnage qui le hante. Donc sa première mission quand même est une mission de taille, hein. C'est pas une petite mission, c'est quand même assassiner un détenu avec une méthode qui demande quand même une certaine dextérité, un entraînement. Donc on le voit s'entraîner à utiliser l'arme du crime. On en reste bouche bée. Hein. Ah ouais, et franchement c'est... Petit jeu de mots, hein, bouche bée, la lame dans la bouche. Je reviens tout doucement. Il est hanté pendant tout le film par le fantôme de cette victime qui lui prodigue un petit peu une espèce de morale, hein, qui l'aide un peu à construire sa propre morale. Il y a une espèce de mystique à travers ce personnage qui est développé. Et qui renvoie au titre du film finalement. Comme tu dis, il y a un côté effectivement documentaire dans le traitement, dans la manière, dans la mise en scène, dans la maîtrise des plans et tout. Et à côté de ça, on a ces phases un peu ésotériques qui nous font rappeler en fait qu'on est face à une fiction. Alors moi, pour ma part, c'est un des 2 seuls films où je l'ai vu qu'une seule fois. D'accord. En général, c'est pas bon signe si je le vois qu'une seule fois. Je reconnais la qualité du film. Maintenant, comme disait Mo, je crois que c'est ce qui m'a dérangé un petit peu dans le film, ce côté mystique, c'est ça qu'on dit. Enfin, ça m'a un petit peu, il m'a un peu perdu dans le film ce côté-là, parce que je le trouvais tellement réaliste. Dans toute la liste, on va dire, j'ai bien aimé ce film-là. C'est le moins impactant pour toi. Ouais, c'est le moins impactant parce qu'ils m'ont perdu un petit peu avec ce côté mystique. Voilà. Moi, j'ai envie de rajouter que les personnages, ils sont pas du tout glamourisés pour le coup. Ah, ça, c'est sûr. Ils sont pas du tout idéalisés. Ça donne pas vraiment envie de s'immiscer dans cet univers-là. On a droit à la scène de douche aussi. Hein. Plusieurs scènes de douche en plus, ouais, exactement. Puis même la façon dont il est utilisé par le clan corse, c'est vraiment le larbin. Il est humilié. Même si au final, il se prend, le chef du clan des Corses finit par avoir une certaine estime pour lui, c'est toujours via quand même des humiliations pas possibles. Quand une partie du clan est transférée, là effectivement on sent que le chef des Corses et Malik en fait commence vraiment à se rapprocher et fait preuve davantage de sympathie, même si on sent qu'il est toujours un petit peu sur ses gardes du fait qu'il reste un peu un maghrébin et qu'à tout moment il peut se passer quelque chose puisque c'est un peu le clan, il fait quand même partie à la base du clan adverse. Donc il y a quand même toujours cette suspicion. Je me souviens à un moment donné quand il parle en arabe, un de ses collègues qui s'appelle Adel Ben Cherif dans la vraie vie, qui est aussi un super bon acteur. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce personnage-là. On peut reparler aussi de la prestation de Taha Raïm parce que c'est son premier grand rôle. Avant, il était dans la série La Commune. Énorme. C'est sa révélation. Pour moi, il porte le film. Il est vraiment bluffant. Il est hyper juste et précis. Donc, il y a quand même ce côté-là, voilà. La parano, on va dire qu'elle est ambiante et elle est omniprésente. C'est là qu'on voit la force en fait de la communauté. Tu n'appartiendras jamais à la communauté qui n'est pas la tienne en fait. C'est ça. Exactement. Donc, on peut parler aussi du chef mafieux qui s'appelle Niels Arestrup. Prestation de ouf, hein, franchement, sublime, impactant, d'une justesse incroyable. Lui aussi, sans lui, le film n'est pas le même. Hein. C'est une gueule. En fait, lui, c'est une gueule. C'est une présence, c'est un physique. Il explose l'écran juste en étant là. Dès qu'il apparaît dans la cour justement de la promenade de la prison, eh ben on sent qu'il il dégage le pouvoir ouais, quand tu le vois. Exactement. Il a une prestance, un charisme de malade. Grand acteur. Alors, le film remporte le prix du public à Cannes et il va glaner 9 Césars. Il a fait polémique en Corse, ce film. Hein. Et il a fait polémique parce qu'effectivement, il y a toute une partie de la population corse qui n'a pas du tout aimé l'image qui était renvoyée. Je ne sais pas si quelqu'un va ajouter quelque chose sur ce film. Je pense que c'est vraiment le coup de maître de Jacques Audiard. Et je pense que ce qu'il a un peu desservi par la suite, Jacques Audiard, c'est que... Moi, j'ai l'impression que c'est un réalisateur qui a un peu pris la grosse tête avec ce film, qui a fait un gros impact. Et j'ai l'impression que les films suivants, à chaque fois, ils visaient les prix. Il y a une espèce de boursouflure dans sa mise en scène donc le suivant, je crois que c'est De Rouillé d'os. C'est ça. Après, il a réussi à décrocher la Palme d'Or avec Dipan, qui pour moi est un non-sens absolu en termes de Palme d'Or. Pourtant, j'ai adoré. Hein. Moi, j'ai adoré Un Prophète, mais
Par la suite... 1 million d'entrées, quand même. Hein. C'est Ouais, impressionnant pour un film aussi dur. 1 million d'entrées. Non, il a cartonné, ce film. Mais pour moi, c'est un one-shot. C'est un one-shot dans la carrière de Jacques Audiard. On peut garder quand même ses précédents films qui sont très très bien. Ouais, moi j'ai vu De Bat, mon cœur s'est arrêté, et c'est bien de lui, hein, c'est ça. Oui, mais voilà, mais c'est avant un prophète. Et à partir d'un prophète, là, je trouve que il bascule en termes de mise en scène dans le matu vu autoriste, avec à chaque plan, il faut que ce soit le plan ultime, et ça devient agaçant en fait chez lui, je trouve. Voilà. Ok, on passe au second film de la liste. Tu respires fort. Ouais, c'est la cocaïne. J'ai vu des mecs respirer comme ça. Parce qu'ils avaient peur. Toi, t'as peur? Non. Je viens de goûter la coke, c'est normal. Pourquoi j'aurais peur? La nuit nous appartient de James Gray, sorti en 2007. Là, on s'attaque à James Gray, qui est pour moi mon top 3 des meilleurs réalisateurs de tous les temps. C'est ce gars-là, pour moi, voilà, j'ai un véritable coup de cœur pour l'ensemble de sa filmographie, commençant par The Yard jusqu'à Little Odessa, Two Lovers. Enfin voilà, La nuit nous appartient, c'est un triptyque avec The Yard et Little Odessa. Joaquin Phoenix dans le rôle principal du frère, époustouflant de réalisme. Mark Wahlberg, c'est des habitués hein, qui bossent beaucoup avec James Gray. C'est le seul film que j'avais pas vu. Alors soit j'ai un problème avec les films des années 2000, mais La nuit nous appartient, comme je l'ai vu il y a un mois et qu'on en parle depuis, c'est normal, ça fait longtemps qu'il est sorti. Donc c'est intéressant des fois quand tu vois un film après la bataille comme ça, genre 10 ans après. Ouais, 13 ans, ouais, c'est vrai. Ouais, 13 ans, t'entends tellement de bien que des fois tu peux être un petit peu déçu, tu vois, c'est un peu normal. J'ai vraiment bien aimé, mais c'est un film qui peut plaire à tout le monde, bizarrement. Je sais pas comment te dire. C'est un film, je suis sûr que tu le montres sur 100 personnes, les 100 vont aimer, mais parce que justement, dedans, c'est un peu dramatique, un peu sentimental, un peu... Tu vois ce que je veux dire? C'est un fourre-tout. C'est même presque pas un film de genre, pour moi, je crois. Par contre, franchement, c'est super bien. Enfin, mais je trouve un peu facile. Tu vois, l'histoire de la vengeance, le frère, le truc, enfin, Two Lovers, j'ai adoré. Alors, le truc, c'est que c'est un réalisateur qui met l'accent vraiment sur l'humanité de ses personnages. C'est pour ça que les gens sont touchés. C'est est-ce qu'il va suivre la mafia ou est-ce qu'il va plutôt être du côté, finalement, de son père et de... Mais est-ce qu'on s'échappe pas du film de gangster? Oui, mais mais on est quand même complètement dedans parce que la mafia russe, je peux te dire que c'est pas des bisounours, hein, quand même. C'est pas le plus important dans le film. Oui, mais on est quand même dans le milieu de la nuit. Enfin, voilà, il y a quand même des scènes qui sont à la scène où au départ où enfin, on va pas trop spoiler, mais il y a quand même des choses qui sont vraiment en rapport avec le gangstérisme. Après, c'est un style différent. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est la caractérisation des personnages, comment ils nous présentent les personnages et comment on comprend rapidement les enjeux. Et il y a tout le temps, en fait, cet esprit de famille. Ça, c'est vraiment son style à James Gray. La plupart de ses films, jusqu'à les deux derniers, il se passe toujours Lost City et Ad Astra. Juste avant ces films-là, en fait, tout se passe toujours à New York. Donc c'est un réalisateur qui a grandi dans le Queens. Et donc, il est obsédé par cette thématique de la famille et des relations entre les familles. Donc, il met en avant les névroses de chacun. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le public va s'identifier. C'est un réalisateur qui est très peu reconnu aux États-Unis par rapport à la France. Il est sous-coté énormément. Et ils comprennent pas son délire, entre guillemets. Et lui, c'est quelqu'un de très, très instruit. Le mec, à 10 ans, il regardait Le Parrain. À 10 piges. Et Raging Bull. Il a été nourri par ce genre de film à 10 ans. Et à 12-13 ans, il savait déjà qu'il voulait devenir réalisateur. Qu'il avait vu plein de films, beaucoup plus que dans sa propre promo d'école de cinéma. Donc, en fait, ce que j'aime beaucoup, moi, chez James Gray, ce qui me permet, moi, entre guillemets, de m'identifier à mon échelle, c'est que c'est pas un génie. C'est pas un Kubrick. C'est un mec qui a bossé. C'est un mec qui a de la sensibilité. C'est un mec qui veut ressortir les émotions chez les personnages, qui a un vrai point de vue. En tout cas, par rapport à ce que je vois, le style, le film noir, les contrastes, maîtrisé techniquement dans la mise en scène et dans l'interprétation. Mais en fait, ce film, faut le voir comme le dernier volet d'une trilogie, ce que tu disais tout à l'heure. Donc, la trilogie, c'est donc Little Odessa, The Yards et We Own the Night, donc La nuit nous appartient. Et en fait, quand on regarde ces trois films dans leur ensemble, on se rend compte qu'ils racontent exactement la même histoire. Dans ces trois films, c'est vrai. Il fait une variation d'un film à l'autre. Le genre de ces trois films, c'est le même. Donc, c'est le polar, le thriller. Mais le vrai sujet de ces trois films, c'est, comme tu le disais, Jamel, c'est la famille. Et en fait, il y a un traitement dans ces trois films qui relève de la tragédie grecque, en fait. C'est-à-dire le fils indigne qui est renié par sa famille et qui, au bout d'un moment, doit faire un choix, mais qui est pris dans une espèce de destinée qui lui échappe. Les trois films, c'est exactement la même histoire. C'est juste la mise en scène qui est différente et le lien entre les trois, c'est le genre. Une fois qu'il a fait ces trois films-là, il va partir sur d'autres horizons et tout en gardant ces mêmes thématiques. Et donc, c'est là qu'on arrive avec Two Lovers,
qui est là, une espèce de film romantique, hein. C'est la Bluette romantique, mais avec toujours cette question du choix. Après, par la suite, quand il fait des Immigrants, il a fait le tour après. voilà, c'est ça. Il explore d'autres horizons, mais jusqu'à We Own the Night et même, j'ai envie de dire, Two Lovers, il est toujours dans cette même thématique du choix cornélien que les personnages principaux doivent faire. Et effectivement, si on peut trouver que We Own the Night est peut-être le film le plus facile qu'il ait fait des trois, de la trilogie, peut-être celui qui est le plus grand public, mais ça reste quand même, en termes de mise en scène, d'une maestria hallucinante. La scène d'ouverture dans la boîte de nuit, elle est juste folle, avec la musique de Blondie derrière qui te donne envie de danser. T'as la scène de poursuite sous la pluie, une des seules scènes violentes finalement du film, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. La scène de poursuite de voiture qui fait un peu penser à French Connection d'ailleurs. Hein. Avec son père qui est devant, c'est ça? Ouais, avec son père qui finit mal. Cette course-poursuite, elle est incroyable. Sous la pluie, la mise en scène de cette scène, elle est juste à décortiquer, c'est une leçon de cinéma. Hein. Donc voilà. Et donc je pense que quand Jamel dit que c'est pas un génie, je dirais plutôt que c'est un excellent élève, c'est quelqu'un qui a bien ingurgité ses références, ses influences, qui les a bien digérées et qui arrive à construire son propre univers avec tous ces éléments-là. C'est pour moi en tout cas l'héritier moderne d'un Scorsese ou d'un Coppola, parce que il met vraiment l'accent sur quelque chose moi qui me plaît, qui me parle, qui m'émeut, c'est vraiment l'atmosphère mélancolique et des personnages, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui sont très torturés, qui sont face à des dilemmes, qui doivent faire des choix. Même les seconds rôles sont très nuancé. Il a toujours cette manière de pondérer les choses et encore une fois, toujours cette mélancolie, même dans les costumes. Souvent, les gens sont habillés en noir ou c'est sombre, beaucoup de scènes de nuit. C'est vraiment son style. Et comme tu dis, il a cette esthétique qui est hyper soignée. D'ailleurs, une grande complicité aussi avec ses directeurs photo. Comme tu dis, la mafia russe, en fait, moi je suis d'accord avec toi, la mafia russe, en fait, c'est transposer toujours ces relations compliquées dans un contexte. Il a grandi dans le quartier russe. Sa famille est d'origine russe juive. Yiddish, ouais. Et donc finalement, à travers ces polars-là, il parle de lui, il parle de son histoire, il parle de sa famille, il parle de propre histoire de sa communauté. Son premier film, c'est Little Odessa, c'est le quartier russe de New York. Donc voilà. C'est finalement, sous les couverts d'un film de polar, de gangster, en fait, finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus intimiste, de beaucoup plus intime dans ce qu'il raconte et ce qui fait l'intérêt, je trouve, de son cinéma. D'ailleurs, après, on pleure ou pas facilement au cinéma. Bon, moi, je vais avouer que c'est un peu mon cas de pleurer un petit peu facilement. Et justement, tu vois, de toute la liste-là, c'est le film où tu peux pleurer le plus facilement. Et comme dans Ad Astra, comme dans Two Lovers. Voilà, c'est ça, tu parlais de sensibilité tout à l'heure. Et voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal par rapport au film de gangster. Mais par contre, le film est d'une efficacité redoutable. Je mets un petit bémol là-dessus en disant qu'il y avait des petites ficelles peut-être un petit peu faciles. Enfin, je compare par rapport au film de gangster. Si on me dit tu vas voir un film, tu vas voir Two Lovers. Quand j'ai été voir Two Lovers, je sais ce que j'allais voir, je suis sorti et voilà, j'ai voulu avoir des émotions, j'ai voulu et je les ai eues. Là, je m'attendais à aller voir un film parce que c'est ça qu'on parle hein, de film de gangster. J'ai dit tiens, je vais aller voir un film de gangster, Et en fait, t'as vu un film sur la famille. Oui, mais il y a quand même une fusillade, il y a quand même la poursuite en voiture. Et ça, et la mise en scène, elle est hyper nerveuse, elle est hyper rythmée à ce moment-là. Donc on est quand même dans les codes du film de gangster, sauf que lui, il a développé ses propres codes de mise en scène. Oui, mais il y a une toile de fond quand même sur la famille. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Le parrain, c'est pas la famille. Si. C'est pareil, c'est comme quand tu vois Apocalypse Now, c'est un film qui a l'air d'être un film sur la guerre, mais en fait, ça parle de toute autre chose. Ça parle de la folie humaine. Ouais, on sait que c'est ton film de tous les temps. Voilà. Tu l'as placé aujourd'hui, encore une fois. Voilà. Bon, voilà, je le place, hop, discrètement comme ça, bim. Vous savez comment est né, d'où vient le titre en fait de ce film? Oui, c'est la devise de la police de New York. Oui, de l'unité criminelle de la police de New York chargée des crimes sur la voie publique. Aussi, une petite anecdote. En fait, Joaquin Phoenix, en dehors du tournage, il continuait à hurler sur Robert Duvall pour s'imprégner du personnage, en fait. Robert Duvall qui joue le chef de la police, qui joue le père. C'est ça. Ce qui avait tendance à l'agacer, donc ça partait vite en cacahuète. Mais je crois qu'il faisait la même avec De Niro dans le Joker, je crois, d'après ce que j'ai entendu. Et Mark Wahlberg confiait que c'était lui un petit peu qui devait tempérer parce que sinon ça allait exploser, quoi. S'investit émotionnellement dans son personnage, quoi. Donc il se transforme complètement, quoi. Il a un jeu qui est énormément basé sur l'improvisation. Et comme tu dis, il met vraiment de lui-même. Ça doit être épuisant émotionnellement parce qu'il devient ces personnages en réalité, tu vois. Il les incarne au sens propre du terme, en fait. C'est ça qui est fou.
Bah en fait, comme beaucoup d'acteurs américains, c'est vraiment typique des acteurs américains, ça, de vraiment s'imprégner des personnages, d'aller faire des stages, d'aller voir des gens qui existent vraiment, qui exercent le métier que leur personnage exerce dans le film. Ils ont tout un travail documentaire et finalement ils deviennent leurs personnages. C'est typiquement américain, ça, en fait. L'acteur studio, quoi. Tout à fait, l'acteur studio. Ok, donc on va passer maintenant à un autre film. Alors attention, là, c'est du très lourd. Si j'ai à choisir entre toi et un pauvre malheureux qui a une femme dont tu t'apprêtes à faire une veuve, mon pote, je serais forcé de te descendre. Mais il y a le revers de la médaille, comme toujours. Parce qu'admettons que je me retrouve coincé. Et que moi, je doive te descendre. Quoi qu'il arrive, jamais je te laisserai me barrer la route. On s'est vu face à face, c'est vrai. Mais crois pas que j'hésiterai. Pas l'ombre d'une seconde. Ah, tu peux me regarder comme ça. Là, c'est la confrontation de deux monstres du cinéma de gangster. Moi, j'avais jamais vu Hit, je vous dis franchement. Non, sérieux? C'est un truc de fou, hein. Je l'ai vu pour le podcast. Je l'ai vu en version restaurée. Ouais, je l'ai jamais vu, vous savez pourquoi? Parce que je trouvais que la confrontation, justement, elle arrivait trop tard. À l'époque, hein, quand j'avais 20, 25 ans, je me disais, ce que j'aurais voulu voir, moi, c'était Travis, tu vois, de Taxi Driver et Tony Montana. Et là, je me disais, c'est trop, c'est des darons, ces trucs, non, ça arrive souvent trop tard à la confrontation. Et finalement, quand je le revois, je me dis, non, en fait, c'est au contraire, c'est le moment de la grande maturité. Et c'est là où ils ont tous les deux un charisme incroyable. J'ai eu un vrai coup de cœur parce qu'en réalité, c'est aussi un triptyque pour Val Kilmer. Je savais pas l'importance qu'il avait. J'entendais toujours parler de ce film avec De Niro contre Al Pacino, et j'ai surkiffé en fait la prestation et la backstory, la sous-intrigue en fait de Val Kilmer. Sniper redoutable, calme, précis. Alors direct, on sent un gros budget. Hein, l'image, elle est sublime. Donc là, ils utilisent des objectifs anamorphiques. J'aime bien parler un peu de la technique. Les plans de nuit avec des effets de bokeh, ils sont vraiment sublimes. Le budget du film, 60 millions de dollars. Les affranchis, c'est 25, donc je vois la différence. Et le film a rapporté, vous avez une idée? Non. Dis-nous, 200? Ah, pas mal. Allez, 300? Tu rajoutes un 0 sur le montant de mise. Tu veux dire, on passe de 60 à 600 millions? Ah ouais, toi, t'es dans Titanic dans ta tête. non, c'est 187 millions, donc c'est Ronaldo qui est le plus proche. Un film, un classique, un chef-d'œuvre ultime. Là, on se prend d'empathie pour les deux personnages, on navigue entre les deux, on suit leur trajectoire amoureuse, je le disais, avec la famille, et on se rend compte que les deux se ressemblent beaucoup. C'est un peu les deux faces d'une même pièce. À un moment donné, je sais peu, mais on ne distingue plus le gentil du méchant. Comme souvent dans ce type de récit, le méchant, il est toujours sur un dernier casse. Alors, c'est mon dernier casse et après, j'arrête. Donc ça aussi, c'est une convention. On n'en a pas parlé tout à l'heure en intro. C'est une règle. Et on sait que le dernier casse se passe toujours mal. C'est le casse de trop. Le casse de trop, exactement. Un peu comme le flic qui doit partir à la retraite, mais... C'est ça. Il part ailleurs qu'à la retraite, ouais. Très, très grand film. Hein. Très grand film, Hit. C'est une scène incroyable, ce fourgon, là, l'attaque du fourgon. Toutes les scènes dans ce film sont incroyables. Énormément de tension. Très violent aussi, hein, parfois, le film. Ah bah, l'exécution de Wayne Gros, elle est froide. Elle est radicale, quoi. Neil, dans le film, il est froid, il est méthodique, il est précis, il est sans pitié, à son code d'honneur, et on arrive quand même à avoir beaucoup d'empathie pour lui. Il est fidèle à ses principes. Sa transposition, sa trajectoire amoureuse et tout, on sent aussi qu'il a des dilemmes, et comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui va le rapprocher de Vincent, donc qui est interprété par Al Pacino, qui est face aussi à des grosses complications dans sa vie de couple. Le film, il fait quand même 2h50. Tu les vois pas passer. Franchement, tu t'ennuies pas une seconde. Le film, il est plein de tension, plein de suspense. Il est prenant. Enfin voilà, c'est vraiment du très très grand art. La confrontation dans le restaurant, on peut en parler. C'est juste des chants contre chants, tout simple. Mais les mecs, ils ont un tel charisme. Et on les voit même pas ensemble sur le même plan. C'est-à-dire filmés en même temps. Leur vraie rencontre, c'est quand même sur la bretelle d'autoroute. Le personnage de Pacino arrête la voiture de De Niro et lui dit « Écoute, viens, je te paye un café. Voilà, suis-moi, suis ma voiture, on va boire un café. » Et suit la fameuse scène où ils sont au café, face à face, et ils ont cette discussion. Et effectivement, tout le film mène à cette scène. Parce que le film est auréolé de deux grands acteurs qui n'ont jamais été ensemble sur la même affiche. Donc on attend cette scène où ils vont être face à face. Ils sont pas croisés dans Le Parrain? Non. Non, ils étaient pas sur les mêmes timelines, en fait. Et ce qui est fort dans ce film aussi, c'est qu'il y a déjà deux monstres
à l'écran, mais les seconds rôles, les troisièmes rôles, enfin tout ce que tu veux, Tous. on s'en souvient tous. Tom Sizemore, Ashley Judd. C'est un film choral de gangsters. Il y a Danny Trejo aussi, que moi je kiffe bien. Voilà, Machete, qui a finalement le rôle le plus petit. C'est le conducteur, ouais. Voilà, c'est celui qu'on voit le moins, qui finit mal d'ailleurs aussi. Mais lui, pareil, il a une gueule, on le retrouve, il prend de l'ampleur par la suite dans sa carrière, il devient Machete, machin, etc. Et donc... Il y a même Nathalie Portman. Ça, j'étais surpris, en fait. Mais oui. J'ai trouvé que la sous-intrigue, en fait, avec sa fille, qui à un moment donné fait une tentative de suicide et tout ça, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Après, c'est mon avis, hein. Je trouvais que ça faisait un peu trop dans les sous-intrigues parce qu'on se rendait bien compte déjà qu'il avait des grosses galères dans sa vie familiale. Il y a la scène qui est exceptionnelle quand il parle avec l'amant de sa femme. Mais ça, j'ai pété un câble, en fait, quand il arrive et il lui dit, il le regarde, il y a sa femme, il dit, c'était quoi? Vous avez le droit. Attends, je l'ai noté. Vous avez le droit de vous envoyer ma femme, puisque c'est elle qui vous le demande. Vous avez le droit de vous vautrer sur mon sofa. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de regarder ma télévision. Et là, il pète sa télé. Et c'est le seul objet qu'il prend quand il se barre de la maison. Il emporte son téléviseur que finalement il balance par la fenêtre de sa voiture. Le film, en fait, il a quand même une scène emblématique. C'est la scène de fusillade urbaine. On avait rarement vu ça avant au cinéma. Une fusillade d'une telle ampleur en milieu urbain, au milieu de plein de piétons, de civils, avec un tel réalisme, une telle violence, en plein jour. Et il y avait très peu de films qui avaient utilisé ce genre d'ambiance, ce genre de scène. Et ça reste donc une scène emblématique du genre en soi de films policiers, etc. Moi, on m'en avait parlé de cette scène-là. On m'avait parlé de la scène, on m'a dit, tu verras, c'est une scène d'eau. Et franchement, la scène, elle est impressionnante. Elle est incroyable parce que t'as l'impression que tu fais partie, en fait, des braqueurs. T'es vraiment avec eux. Et moi, ce qui m'a vraiment, ce qui m'a touché, c'était l'impact, en fait, des fusils d'assaut. C'est que le bruit, en fait, il est impressionnant et c'est une vraie arme, quoi. Je me dis que quelqu'un qui a vécu ça au cinéma. Moi, je l'ai vu en salle, ce film, et je me souviens très, très bien qu'un spectateur derrière moi qui n'arrêtait pas de me faire des massages de dos avec son genou, ça m'avait vraiment énervé. Je m'étais levé, je m'étais énervé contre lui parce qu'il était en train de me pourrir mon plaisir du film, tellement j'étais dedans. Donc, j'ai vraiment un souvenir très présent de la première fois que je l'ai vu, ce film, en salle, quoi. Mais la puissance des rafales, franchement, c'est incroyable, impressionnant. Mais c'est une guerre urbaine. Ouais, c'est ça, exactement. Mais malgré tout, j'ai un petit truc à dire à la fin du film. Quand je parle de la fin, je parle vraiment de la toute fin. Je la trouve quand même un petit peu rapide et bâclée. Ah, t'es dur, hein, quand même. Je parle sur la scène, je crois que c'est sur le tarmac de l'aéroport, je sais plus. Ouais, c'est ça. Je trouve que leur face-à-face, il est un peu... essayez de vous rappeler, il se tire dessus comme ça, de distance, il se cache derrière une voiture. Attention, ça va spoiler salement. Il lui tire dessus, il tombe. Non, en fait, De Niro se fait trahir par son ombre. À ce moment-là, il y a un avion qui passe. Il y a un avion qui passe, et donc t'as les ombres portées par la lumière ambiante qui trahit sa présence, et c'est comme ça qu'il se fait buter, en fait, par... Moi, j'ai trouvé que c'était une scène finale qui était tout en tension. Franchement, moi, je l'ai découvert, et puis surtout la fin, j'ai trouvé hyper émouvante quand, on spoil, hein, mais quand justement De Niro se fait shooter, et que t'as Al Pacino qui arrive, Vincent, et qui lui tient la main. Et là, pour la première fois dans le film, exactement, pour la première fois dans le film, tu les vois tous les deux dans le cadre. Il l'accompagne dans la mort. Elle est anti-spectaculaire. Effectivement, c'est pas le combat final entre les deux boss de fin de niveau. C'est pas le jeu vidéo où t'as le combat interminable entre les deux gros boss et tout. Ça s'expédie d'une façon complètement très terre à terre, finalement. Anodine. Voilà, c'est ça. Et je trouve que justement, c'est ça qui est réussi. Le choix de la mise en scène, le choix de Michael Mann. Tout en sobriété, en réalité. Avec quand même une sacrée sophistication quand même dans la mise en scène, hein, parce que. Ouais, puis il y a une espèce de forme de respect entre les deux personnages finalement, qui partagent pas du tout les mêmes univers et ils se respectent mutuellement. Ou peut-être qu'on a envie des fois qu'un film il s'arrête pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de frustrant effectivement dans leur confrontation finale, mais qui fait que finalement c'est réussi. Avec la petite punchline, je t'avais dit que j'y retournerais pas en prison. Non, chef-d'œuvre absolu. Encore une fois, j'ai vraiment beaucoup aimé la partie qui concernait Val Kilmer. Sa femme, elle est entourée justement de la police. Elle aussi, elle est dans un dilemme. Et j'ai trouvé que ce personnage, il a énormément gagné en profondeur, en un geste, en un choix. Elle lui fait un petit signe de la main. Elle lui fait un signe de la main et elle lui fait comprendre en fait qu'elle est encerclée de keufs dans la maison. On est sur le regard de cette femme
Et cette femme, voilà, ce rôle, il a gagné en intensité, il a gagné en puissance avec un choix. Les deux personnages comprennent que c'est la dernière fois qu'ils se voient. Et c'est le seul survivant du clan, Val Kilmer, parce qu'habituellement, c'est toujours le gros, le boss qui arrive à qui fait un hélicoptère, un truc, il arrive à s'échapper, un cliffhanger. Et là, et j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que c'était un peu le plus gentil des quatre, en fait. Il tue des mecs, quand même, Le plus fidèle, peut-être. Ah, bah, il y a quand même une scène marquante dans le film où ils ont un rendez-vous sur un terre-plein, sur un parking désaffecté. Et en fait, t'as Val Kilmer, le personnage de Val Kilmer, qui est un peu qui est en soutien avec son fusil de sniper, et c'est lui qui sauve la mise de tout le monde, parce que forcément la rencontre se passe très très mal, et lui il est là, il dégomme tout le monde avec son fusil, bim 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 bim, et c'est lui qui signale en fait que le rendez-vous en fait est un piège. Donc voilà, il y a plein de petites scènes comme ça qui mettent en valeur les personnages secondaires, qui leur donnent de l'ampleur. Même le personnage de Tom Sizemore, qui est un peu le chien fou de la bande, mais qui reste quand même fidèle à la bande parce que c'est vraiment une bande de potes et qui ont leur code d'honneur. Lui, à la fin de la scène de fusillade urbaine, de guérilla urbaine, c'est lui qui se fait buter par le personnage d'Al Pacino. Et on sent qu'il est foutu parce qu'il est isolé, il est séparé de ses potes, il a un gros sac de billets dans le dos, il essaie de se sauver comme il peut, et on sait qu'il va y passer. Parce que c'est le seul qui n'arrive pas à trouver une voie de sortie à ce moment-là. En faisant abstraction, je veux dire, du côté gangster, du chat et la souris et tout ça, du gibier, du chasseur, est-ce qu'il y a un rôle qui vous a le plus touché entre les deux personnages? Est-ce que vous vous identifiez davantage à Neil ou plutôt à Vincent? Donc plutôt Robert De Niro ou plutôt Al Pacino? Je suis très hésitant. C'est quand je vois les scènes avec Al Pacino, je suis avec lui, je suis transporté par son jeu, je suis transporté par ses dilemmes, par ses objectifs et tout. Et quand je suis avec De Niro, je le trouve beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, bizarrement, alors que c'est lui qui prend le plus de risques. Et voilà, alors que Al Pacino, des fois, je le trouve, dans la manière dont il joue, en fait, le personnage de Vincent, des fois très électrique, très ouf, très speed. Et en fait, j'ai découvert que ça vient... Le flic, en fait, prenait de la cocaïne. C'était comme ça que c'était écrit. Et Al Pacino, il a gardé, en fait, cet aspect-là du personnage. Il y a une autre scène qui met bien en évidence cet aspect du personnage. Et il se rend compte qu'ils sont en train de se faire photographier par De Niro. Et donc, il sait pas où il est, mais il sait qu'ils sont observés. Et là, il pète un câble. Il fait, ouais, salut, vas-y, regarde-moi bien, machin, tu vois. Oui. Tu m'as eu, vas-y, allez, mais t'es là, tu me vois bien, tiens, prends mon profil, machin. Tu vois, il pète un câble comme ça. Et le personnage est assez flippant quand il a ses excès de colère, en fait. Donc, c'est hyper cohérent le fait qu'à la base, il devait prendre de la cocaïne et Al Pacino a gardé cet aspect du personnage. Et moi, je trouve que ça crée de la singularité et ça crée, parce que si tous les deux étaient hyper calmes et posés, voilà. Bon, on aurait tendance même à penser que le côté calme, ça serait plus pour le policier, et le côté énervé et électrique, plus pour le gangster. Enfin, le personnage de Niro reste quand même assez effrayant. Il prévoit tout d'avance, quoi. Il veut tout maîtriser, tout calculer. Même sa rencontre avec sa nana, elle est froide, elle est très très froide finalement. Elle est touchante parce que la nana lui adresse la parole, mais lui, il est assez distant. Il reste distant. Il y a quelque chose de très. Il faut briser la glace. En fait, c'est un genre de personnage. Tu as envie de le connaître, tu as envie d'être bien avec lui, mais tu sens qu'il y a quand même un mur de glace qu'il faut briser avant pour pouvoir rentrer dans son univers. Et on n'a pas parlé du personnage de Jon Voight aussi qui est intéressant, celui qui fait le lien entre les casses et le gang, qui est quand même un grand acteur également, et qui a ce rôle un peu de reseller, d'indique. Enfin, c'est lui qui donne les directives, c'est lui qui les sort de la panade. C'est le tour manager, c'est le régisseur, quoi. C'est celui qui t'apporte toute la logistique, etc., etc. Voilà. Tu parlais tout à l'heure d'identification, une petite anecdote personnelle sur ce film. Donc en 95, j'ai 24 ans et j'ai porté le bouc pendant 5 ans. Après c'était la mode. Enfin, est-ce que c'est De Niro qui a lancé la mode dans Hit? Mais tu remarqueras qu'à cette époque-là, bon, maintenant tout le monde a la barbe, mais à l'époque c'était le bouc. Et je sais que après ce film-là, beaucoup de personnes ont fait le bouc. Je te jure que c'est vrai. Edward Norton, ouais. Ice Cube, ouais. C'est vrai qu'il portait bien dedans. De Niro, il avait un sacré look. Même Nicolas Cage. Je rajouterais que ce film fonctionne très très bien en VF pour le coup. La VF est vraiment excellente. Ah bah on en parlera tout à l'heure sur certains films, ouais, justement. Il y a des bonnes VF des fois. La voix d'Al Pacino, la voix de Niro, moi je suis resté scotché, quoi. Puis chacun vraiment dans son timbre de voix, chacun, l'autre Al Pacino plus rauque et l'autre vraiment beaucoup plus posé. Non, franchement, ils ont fait un travail d'orfèvre, hein. Les deux comédiens doubleurs, c'est vraiment très très fort.
Et la bande son et la musique aussi, qui est vraiment excellente. Ah bah c'est magistral. C'est un classique. Pour certains, c'est le chef-d'œuvre ultime des films de gangsters. C'est le chef-d'œuvre de Michael Mann en tout cas. Juste 2-3 petites anecdotes. Vous savez qui devait interpréter le rôle de Val Kilmer en second choix? Tu l'as pas ça dans tes petits papiers, Seb, hein, tu te la pètes moins là. Il cherche sur son téléphone. Keanu Reeves. Ouf. Parce que Val Kilmer était sur un autre film et à un moment donné, c'était un peu compliqué. Et finalement, Val Kilmer, il a réussi à s'arranger dans son planning et finalement, il a tenu le rôle et voilà. On est après Matrix? On est avant Matrix. Mais on est peut-être après Point Break. Donc moi, je trouve que ça aurait pas été mal, hein, Keanu. Ça aurait pu marcher, ouais. On va faire un podcast sur ce qu'aurait dû. Il y en a beaucoup. Ça peut être très intéressant comme podcast, ouais. Et pour revenir un petit peu sur la fusillade, elle a inspiré certains vrais voyous dans une grosse fusillade qui a eu lieu en 1997 à North Hollywood, où là, elle a inspiré des braqueurs, en fait, et les 2 criminels, ils ont été tués pendant l'assaut. Et il y a eu quand même 11 policiers et 7 civils blessés. Ça a été très impactant. Et même en France, en 1996, à Montluçon, il s'est passé un truc dans le centre de la France. T'as un braqueur qui a dérobé plus de 55 000 francs à l'époque. Dans une banque, il passait tous les jours devant. Il s'est finalement fait arrêter en 2003. Et il a avoué s'être inspiré du film Hit. Truc de ouf, hein. Il a pris 1 an de prison. Ça va, tranquille. Il y en a qui prennent plus. Ah, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire, en tout cas. Ce film est un remake en fait d'un téléfilm LA Takedown, écrit et réalisé par Michael Mann aussi. Xander Berkeley qui joue le rôle de Ralph dans le film. Alors Xander Berkeley, c'est l'amant de sa femme, qui est également un des chefs de la cellule antiterroriste de 24 heures chrono. Bon, il a un rôle très important, il finit très très mal. J'ai changé et il n'a pas fallu 30 ans comme votre honneur l'avait estimé, mais seulement 5. Parfaitement. 5 ans. Et regardez-moi, complètement réhabilité, remis à neuf, récupéré par la société, et en fin de compte, je vais être relogé. Et il y a tout un tas de gens que je voudrais remercier. Je regarde à ma droite et je vois cet homme là-bas, Monsieur Norwall. Je veux vous remercier, monsieur, d'avoir fait ces bandes magnétiques en toute illégalité. Et je veux aussi remercier les membres de la cour d'appel d'avoir annulé votre sentence. Je pense qu'on pouvait clairement pas faire l'impasse sur Carlito's Way. Ah, je sais, c'est des transitions un peu cheloues. Mais... Donc, l'impasse de Brian De Palma, sortie, ça dépend si on était au State ou pas, en 93, 94, 1993 ou 1994. En tout cas, ça se déroule à New York en 1975. Alors, le film, il est adapté du roman After Hours. After Hours, écrit par Edwin Torres, qui est un ancien juge à la cour, attention. Donc le gars sait de quoi il parle. Et le scénario est de David Koepp, donc aussi gros scénariste bien connu à Hollywood. C'est un peu, comme tu disais tout à l'heure en off, Ronaldo, la suite fantasmée de Scarface. Moi, je me souviens, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. J'ai découvert ce film dans les années 2000. J'ai un pote à moi dans mon quartier qui s'appelle Franck, qui m'avait passé la VHS et qui m'a dit regarde ce film, c'est la suite de Scarface. T'imagines qu'en fait, que Tony Montana, à la fin, il meurt pas. Il fait de la prison et voilà, c'est la suite, c'est le même réalisateur, c'est le même acteur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était complètement l'antithèse de Tony Montana. Puissance d'Al Pacino qui réussit 10 ans après à interpréter un personnage complètement différent en la personne de Carlito Brigante. Scarface, c'est un homme qui un jour, il se lève et qui veut devenir quelqu'un, alors que l'impasse, c'est complètement l'inverse. C'est quelqu'un qui était justement une personne reconnue du milieu et qui veut repartir tranquillement, pépère, dans une petite vie ordinaire aux Bahamas avec sa femme pour ouvrir, je crois, une société de location de voitures. Et malheureusement, son passé le rattrape. Eh ben on est encore dans la tragédie là en fait. Donc encore dans ce système narratif de pas mal de chefs-d'œuvre du genre, c'est-à-dire le personnage qui est confronté à des choix et qui finalement est rattrapé par son destin, en fait. On est dans la fatalité, donc aussi il y a un côté aussi shakespearien. Pourtant, on n'est pas chez James Gray, mais on est encore sur un choix shakespearien. Oh bah James Gray a vu De Palma, c'est surtout ça, voilà. C'est un personnage qui effectivement essaie d'échapper à un système plutôt que le glorifier. Si on peut faire un parallèle avec le fameux Scarface, c'est que tous les deux finissent tragiquement. Ça peut être carrément un opéra en vérité, ces deux films. Donc moi, je t'ai trouvé la mise en scène, elle est fabuleuse.
tout est maîtrisé. Les jeux d'acteurs, voilà, c'est grandiose. La première scène avec son cousin, moi, elle m'a vraiment bluffé en le revoyant. Parce que c'est vrai que quand on regarde ce film, on se dit ouais, c'est très posé, ceci, cela. Mais je peux te dire que la première scène, dans la scène du billard, je sais pas si vous vous souvenez, elle envoie, mais c'est un truc de fou en termes de violence. Tu te rends compte que Carlito Brigante, tu t'imagines ce qu'il pouvait être avant. Parce qu'en plus, tout de suite, il est très parano et il a tout de suite compris qu'il allait avoir un coup fourré derrière et que son cousin allait se faire tuer. Tout de suite, une caractérisation du personnage. Attention, là, on parle d'un mec qui a fait du placard et qui sait de quoi il parle et de quel milieu il vient. Mais il se rend compte aussi que le monde a changé autour de lui. Que lui, il est attaché à certains codes de l'honneur, à un code de la rue qui est plus du tout d'actualité. Ça fait rappeler un peu les gars des quartiers où ils disaient ouais, avant, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Non, non, tu te rappelles, nous, on respectait les anciens. Là, non. Donc ça veut dire en fait c'est déjà redondant, tu vois, les trucs que nous on a connus dans les années 2000-2010, bah c'était en réalité déjà d'actualité dans les années 70. Ronaldo, toi il y a quelque chose qui t'a marqué en plus de... Là, je vais être obligé de parler un tout petit peu de moi, mais rapide, parce que c'est important ce film pour moi. C'est que c'est en 93 qu'il sort, et malheureusement, j'ai pas pu le voir. Oui, on en parlera tout à l'heure, tranquillement. Je vois des yeux écarquillés autour de la table, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Quand 2 ans après sa sortie, je l'ai vu, donc moi, j'ai à cette époque-là 23 ans, et pour moi, c'est le premier film sérieux que je vois de gangsters, enfin qui tourne autour des gangsters, de la mafia. Voilà, c'est comme un film pour adultes, quoi. C'est un film qui est plus sombre, qui est plus dramatique. C'est réaliste et on a l'impression que les enjeux ils sont à échelle humaine, c'est ce que tu veux dire. Exactement. C'est pas complètement démesuré comme Scarface où tout est grandiloquent, où on est vraiment dans un espèce de rêve éveillé sous cocaïne en fait. Là, on est sur quelque chose de plus réel. Tout ce qu'il veut, lui, c'est s'extraire de cet univers-là. Quand t'as 20 ans, tu kiffes Scarface, et quand t'as 40, bah, t'apprécies l'impasse. Et justement, comme j'avais que 23 ans, j'étais content de dire à mes potes... Ah ouais, t'avais déjà cette maturité, toi, parce que c'est le film de la maturité, un peu. C'est pour ça que je parle de 40 ans, c'est une symbolique, quoi. Et donc, ce film, pour moi, c'est vraiment un peu comme, tu vois, rentrer dans l'âge adulte... voilà, à travers un film, quoi, tu vois. Mais est-ce que tu t'es pas retrouvé justement dans ce personnage parce que c'est aussi un peu le thème de la rédemption? Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est marquant, au-delà de la qualité du film, hein, qui est incroyable, mais voilà, c'est pour moi le premier film de gangster mafia où il n'y a pas d'humour noir, où il y a pas de, enfin, où c'est sérieux, voilà, comme tu dis, où c'est. D'ailleurs, tous les films dont on parle, c'est 2h, 2h20, 2h40, 3h. C'est obligé, parce que t'es obligé d'exposer une trajectoire d'un personnage, c'est quand même très complexe. Pour rentrer dans sa vie, tu peux pas le faire en 1h20, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séries de mafia, de ce genre de choses. Mais on peut même parler dans un autre registre, Breaking Bad. T'es obligé, en fait, à chaque fois de repartir sur des épisodes pour vraiment comprendre la backstory, pourquoi tel choix est confirmé par tel autre, parce que la personne, elle a déjà vécu ce genre de truc. Sinon, tu peux pas être crédible à faire un film de gangster et de mafia parce que c'est avant tout des histoires d'hommes et souvent des histoires de femmes aussi parce que tout est lié, quoi. Le scénario est très complexe, hein, il est très dense, hein, il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'intrigues secondaires qui s'entremêlent. Seb, peut-être un mot sur l'impasse? Tu me regardes, le mec qui me fait des grands signes. C'est le seul film que j'ai pas vu dans la liste, c'est pour ça je peux pas trop en parler. Ah bah je peux dire que t'as raté quelque chose, notamment t'as raté l'interprétation magistrale de Sean Penn, complètement méconnaissable en avocat véreux, cocaïné, complètement ouf, dans ce fantasme de la mafia, du gangstérisme, et c'est à cause de lui, sans trop spoiler, Carlito Brigante, encore une fois on en revient, va faire un dernier casse avant de se ranger. Il est obligé de faire ce casse? Carlito Brigante, c'est quelqu'un qui est attaché aux valeurs, au code de la rue, au code du respect, au code de l'honneur. Et il a une dette envers son avocat. Et il le regarde dans les yeux, il lui dit après, par contre, c'est terminé. Mais il se sent obligé de le faire parce que c'est lui qui l'a sorti du placard, en fait, par un vice de procédure. Ah, c'est ça, il est redevable. L'importance qui est donnée à tous les personnages secondaires, il y en a beaucoup, et notamment le personnage je crois que c'est John Leguizamo, qui va précipiter la chute de Carlito. Donc voilà, qui était un peu son homme de main et qui voilà, c'est ça, c'est celui sur lequel il peut se reposer et qui finalement le trahit d'une façon magistrale. On est un peu dans le choc des générations. Le vieux briscard qui sort de prison, qui a bien roulé sa bosse, mais qui est un peu perdu parce que entre-temps le monde a changé. Il y a des seconds couteaux qui ont repris le terrain, en fait. Voilà, qui ont les dents longues et qui occupent la place. Il est toujours auréolé de son charisme, de son aura,
il leur fait de l'ombre, finalement. Voilà. Ils veulent surtout exister à travers son regard et être validés par lui, parce qu'ils savent en fait que s'ils sont validés par Carlito Bregante, forcément, ils auront encore plus de crédibilité dans leurs affaires sur le terrain. Quand Benny Blanco arrive et il lui paye des coups, ce genre de choses, il le met bien, il le regarde avec du respect. En fait, c'est tout l'inverse pour Carlito. Carlito, il a que de la répulsion pour lui et de l'aversion pour ce qu'il est. Il se reconnaît en lui 15-20 ans en arrière. Et donc, du coup, il voit toutes ses faiblesses, tous ses défauts, tout ce côté bling-bling que lui, en fait, il répugne aujourd'hui. C'est pour ça que tout ce qu'il veut, c'est être rangé et retrouver sa femme et monter son business aux Bahamas tranquillement. L'originalité aussi du film, c'est qu'on sait ce qui va se passer dès le début. Et avec la voix off. Donc, c'est tout ce dispositif qui fait en sorte que, comme tu dis, ce sera une tragédie shakespearienne. On sait, en fait, que malheureusement, il va pas réussir à son terme. Et moi, j'ai trouvé ça fabuleux parce que le film t'est spolié dès le début. Et on s'en fout. Et on s'en fout. Et on a envie de savoir comment. C'est surtout ça l'intérêt. La course-poursuite de la gare à la fin, avec le plan séquence, la tension, elle est palpable. Cette scène-là, de toute façon, quand tu parles du film, tout le monde la retient. La scène de la gare où justement, lui, il doit prendre son train pour pouvoir se barrer et justement s'extirper complètement de cet univers. C'est là où il est pris en chasse. Et les plans dans les escalators. Qui est une spécialité de Brian De Palma. Hein. C'est le maître, pour moi, c'est le maître absolu du plan séquence. Hein. Je crois que dans tous les films de Palma, t'as un plan séquence au moins comme ça qui est mythique, en fait, qui fait un peu la marque du film. C'est hyper immersif, c'est haletant, c'est fort en tension. Mais chez De Palma, on est quand même chez un des maîtres du genre en termes de mise en scène. On est chez du lourd, là. Bon, on va pas dévoiler on va dire le meurtrier de Carlito. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est par rapport à un choix qu'il a pas fait aussi. Exactement, c'est encore un choix. Mes neurones se reconnectent et me rappellent exactement ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, on lui conseille, on lui dit fais ça, il dit non, parce que toujours il est attaché à ce code d'honneur. Et malheureusement, c'est ce code qui provoquera sa perte. Et je voulais aussi simplement rapidement parler d'un rôle qui m'a assez surpris, un peu comme Nathalie Portman tout à l'heure quand je disais dans Hit. C'est l'apparition de Viggo Mortensen. Ah ouais ? Et oui. Il y a Viggo Mortensen dans le film. Il joue en fait un de ses anciens potes qui est en fauteuil roulant et qui a un micro sur lui et qui essaie de le tromper pour qu'il replonge. Et lui, sans doute, ah non, mais cette scène, elle est incroyable aussi. Hein. Donc Viggo, il était aussi dans le game déjà à cette époque-là. C'est impressionnant. Je vous invite à revoir l'extrait. Et petite anecdote aussi, Al Pacino rend visite à son avocat Sean Penn. C'est le même hôpital qui a été utilisé dans Le Parrain, où Vito Corleone est hospitalisé. Il se refourgue les bons plans entre réalisateurs, en fait. Une dernière petite anecdote, vous savez qu'il y a eu un préquel à ce film qui est sorti directement en DVD. Ça s'appelle L'impasse de la rue au pouvoir. C'est une blague. L'écrivain, il a sorti deux livres. After Hours. Alors, en fait, concrètement, à la base, le film devait s'appeler After Hours. Sauf qu'il y a déjà un film qui s'appelle comme ça. Donc, pour éviter la confusion, ils ont appelé le film L'Impasse. Or, en fait, c'est 2 bouquins. Et donc là, en fait, ils ont fait, si tu veux, la suite, qui est en réalité un préquel dans le livre. Donc, t'as De la rue au pouvoir, et après, t'as After Hours. Tu me suis ? Ouais. Et le réalisateur ? Tout le monde n'est pas Brian De Palma, donc je vais juste, tu vois. Le film est en direct ou DVD, je préfère pas trop le commenter, mais c'était juste pour vous dire qu'il existait en tout cas un préquel sorti donc en 2005. C'est l'histoire de 5 mecs qui discutent au réfectoire de la prison. Ils sont là à se demander comment ils ont pu atterrir là. Où est-ce qu'on a déconné? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire? C'est ta faute, c'est ma faute, c'est sa faute, jusqu'à plus soif. Et puis il y en a un qui dit « Hé les mecs, minute. Pendant qu'on préparait ce hold-up, tout ce qu'on a fait, c'était de raconter des blagues à la con. Vous suivez ma pensée ?» Et là, on découvre un réalisateur qui maintenant fait partie du Panthéon. Incontournable. Un réalisateur qui a du chien. Reservoir Dog, 1992. Quentin Tarantino. Là, on découvre un style, le style Tarantino, action et humour noir, des répliques cultes, qui deviendra d'ailleurs le style Tarantino, avec des dialogues percutants. Ça commence quand même avec une discussion sur Like a Virgin de Madonna. Exactement. Après, ça parle aussi du pourboire, le pourliche. C'est juste des mecs en train de discuter comme n'importe qui pourrait discuter sur Madonna, sur le pourboire, etc. Et c'est seulement à la scène d'après qu'on comprend que ce sont des gangsters qui viennent de perpétrer un casse. Et donc voilà, il y a cette espèce de, chez Tarantino, dès le départ, cette façon de déstructurer la narration qu'on va retrouver dans ces
ses films suivants, hein, pas forcément tous, mais en tout cas la plupart. Scénario, mise en scène, tout est aussi maîtrisé. Bah, c'est un coup de maître. Ouais, c'est une réussite. Dès le début, il impose un style. Ouais, c'est un gros coup de pied dans la fourmilière en fait. Il utilise les codes, mais en fait, du genre, mais en fait, il les détricote et il les fait siens. Il joue de cette façon de narrer l'histoire. Il s'attache à tous les détails. Il y a pas un seul détail qui soit là par hasard. Tout est maîtrisé en fait. Ça va du nom des personnages qui ont tous un surnom une couleur en fait, comme nom de code, de jouer sur les flashbacks pour comprendre finalement, pour remettre les pièces du puzzle narratif en place jusqu'à la fin. Comme tu dis, hein, il a développé son propre style, il a ses propres codes, mais c'est quelqu'un aussi qui s'inspire beaucoup d'autres réalisateurs. Reservoir Dogs, il est ouvertement inspiré de l'Ultime Razia de Stanley Kubrick, sorti en 1957. Tu parlais de l'appellation donc des couleurs, il s'est aussi inspiré des Pirates du métro de Joseph Sergan. Voilà. Et d'ailleurs, on retrouvera ce procédé un peu de nomination dans la Casa del Papel avec les capitales à la place des couleurs. Donc le scénario est inspiré d'un film de Ringo Lam. Je ne sais pas si vous connaissez ce réalisateur, City on Fire, le film. C'est quelqu'un qui a développé son propre style, mais c'est aussi quelqu'un qui a une vraie culture cinématographique. Ah bah il en a bouffé du film. Hein. On sent qu'il est extrêmement passionné et il a su faire sa petite mixture à lui et ça en découle un style détonnant, un style singulier. Quand tu regardes un Tarantino, tu sais tout de suite. Il a le génie aussi de réhabiliter des morceaux complètement oubliés en fait de musique. La scène de la torture. Voilà, c'est une scène emblématique. On va en parler, hein, mais ça c'est une surdinguerie. Hein. Et réhabiliter aussi des acteurs. Et oui. Des acteurs anciens, oui, oubliés. Alors fait rare. C'est un film sur le braquage, mais on voit pas le braquage. Carrément. Des choix de mise en scène hyper intelligents. C'est un parti pris intéressant. On se concentre beaucoup plus sur la psyché des personnages. On cherche aussi qui est la taupe. Et encore une fois, ça fuse de partout. Les punchlines, chaque phrase, chaque réplique. On sent qu'elle est mesurée, on sent qu'elle sert la narration. On est dans la sympathie de ces personnages-là. Alors que c'est même des braqueurs, à un moment donné, et c'est violent. Hein. Il y a des moments où ça se dégomme, il y a des effusions de sang. C'est même gore. Hein. C'est très très gore, ouais. On peut aussi parler de la scène culte de la torture. Stuck in the Middle with You, moi je l'écoutais quand je faisais mon footing. C'est la scène du film. Ah non, mais cette scène-là avec Michael Madsen, il m'avait régalé avec sa petite danse et tout, son petit pas de danse. Quand il arrive, et puis l'humour noir, moi je suis hyper friand de cet humour-là, quand il lui découpe l'oreille et puis après il la prend dans sa main, il dit « Tu m'entends, tu me reçois 5 sur 5 ?» Je lui dis « Oh le tarbat !» Ligoté, il pisse le sang, il est en panique. Et là, il lui dit « Tu bouges pas ?» Il a aussi une autre caractéristique, c'est que, et c'est là où tu vois toute la puissance d'un acteur, c'est que lui, il avait énormément de mal à jouer cette scène de la torture. Alors que quand tu la vois, tu dis « Non, il est super à l'aise, il est dedans. » Eh ben en fait, pas du tout. C'est qu'il avait beaucoup de difficultés parce que c'est quelqu'un qui déteste la violence. Et à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a le flic qui lui dit « Mais j'ai un gosse ». Il savait en fait que Michael Madsen venait aussi d'être papa. Et c'était encore plus compliqué pour lui. Moi, j'aime beaucoup en fait cette ambivalence, ce contraste qu'il y a toujours entre l'acteur et ce que lui, il incarne, les valeurs qu'il a et sa sensibilité personnelle et comment il arrive à se mouvoir dans un personnage qui est complètement un rôle de composition du coup, quoi. Donc, pauvre Michael Madsen maintenant, mais bon. La voiture, elle appartient vraiment à Michael Madsen. Il y avait très peu de budget sur ce film. Et d'ailleurs, le côté fauché du film, enfin fauché, tout est relatif. Hein. Mais si, c'est ça, parce que même les acteurs portaient leur propre costume. Eh ben, ça se voit quand même dans le film, et c'est là qu'on voit que la puissance de la mise en scène fait tout le reste en fait. T'as pas besoin de sortir des millions et des millions de dollars pour faire un film génial. Et d'ailleurs, c'est pas l'argent qui va faire que le film va être génial, c'est vraiment les idées. C'est ce mélange en fait de violence physique et de légèreté dans les dialogues. L'intensité du huis clos de ce hangar dans lequel ils se réunissent tous à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Climat encore plus paranoïaque parce que déjà, on n'est pas censé savoir qui est qui, mais alors quand il y a en plus une poucave, ça renforce en fait cet effet de paranoïa les uns sur les autres, quoi. Donc il fait partie des films avec une fin, comment vous appelez ça là, un rebondissement. À twist. Twistic. Monsieur Twistic. Ah, il y a un sacré twist, ouais, c'est vrai. Monsieur Twistic, ouais, il est à côté de toi, il est à ta droite. Ouais. Quentin Tarantino, on parle beaucoup de ses scènes, des dialogues, sa mise en scène, mais il a aussi une vraie acuité, on va dire, auditive. Et c'est quelqu'un, en fait, qui sélectionne toujours les bons morceaux et qui arrive, en fait, à harmoniser, en fait, des morceaux qui sortent un petit peu, en tout cas, à les remettre au goût du jour. Il l'a refait après sur Kill Bill, il l'a refait sur plein d'autres films. L'ensemble du budget des droits musicaux est passé dans l'acquisition des droits de Stuck in the Middle with You. À réhabiliter, en fait, certains morceaux qui sont tombés dans l'oubli. Comme Kubrick, en fait. Comment utiliser sortir du cadre
initial une musique, une chanson, un morceau, et de lui donner une toute autre identité qui colle vraiment bien à la scène. Parce qu'une scène de torture, tu pourrais facilement plutôt utiliser une scène un peu flippante, machin. Ah ben lui, il te sort un petit côté, un morceau rock'n'roll. Et donc, le côté gore, finalement, est beaucoup plus, c'est à la fois hilarant et à la fois effrayant. C'est pour ça que ça te met dans un espèce d'inconfort psychologique où tu te dis, je kiffe le truc, le morceau, mais en même temps, ce qui se passe à l'image, c'est hyper gore et donc ça te met dans un truc un peu malaisant et du coup, t'as du recul, mais en même temps, t'es pris de remords parce que tu dis, je peux pas kiffer un mec qui se fait couper l'oreille et je fais un pas de danse aussi, tu vois, c'est chelou un peu. Et ça rajoute à la force de l'image qui te reste dans la tête. Le film continue à t'habiter après l'avoir vu. Tu peux l'avoir vu qu'une seule fois dans ta vie, tu t'en souviens, quoi. Ah, la danse sanglante, tu t'en souviens, ouais, c'est sûr. Une autre force aussi, c'est encore une fois, c'est l'interprétation magistrale de tous les persos, quoi. Et d'ailleurs, Quentin Tarantino, une autre originalité, c'est que il joue dans le film. C'est un de ces rares réalisateurs qui interprète des rôles. Excepté lui, il n'y a aucun autre réalisateur là sur notre liste de 6 films. T'as peut-être quelquefois des caméos. En tout cas, l'interprétation des acteurs, moi, j'ai vraiment trouvé, j'ai kiffé. Mr. Pink, Steve Buscemi, il est exceptionnel. Il a gagné une récompense aux Independent Spirit Awards. Il a été élu meilleur acteur dans un second rôle parce qu'il est génial. Ça, c'est celui qui veut pas payer le pourliche, là, justement. Je trouve, en tout cas, que c'est le meilleur film de Tarantino jusqu'à maintenant. Alors, c'est mon avis, quoi. J'aime bien Inglourious Basterds. Moi, je fais pas partie de la team Pulp Fiction. Je trouve que ce film, il est un peu surcoté. Après, ça peut être un autre débat. Ah non. C'est un autre podcast. Je suis pas trop d'accord. Il m'a regardé, Mo, avec un regard. Ouais, parce qu'on n'a pas parlé de Once Upon a Time in Hollywood. C'est bon, t'as pas beaucoup entendu. Est-ce que t'as des choses à ajouter sur ce film? Déjà, je voudrais parler de Quentin Tarantino, qui, pour moi, je le vois un peu comme un DJ qui remixerait des morceaux, c'est-à-dire qui va complètement prendre un genre, se le réapproprier et recoller des petits univers qu'il a pioché à droite à gauche. C'est simple. Voilà, un peu ça, pour se recréer carrément son film, en fait. Moi, quand je vois Kill Bill, je vois le vêtement de... Je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice principale. Uma Thurman. Mais son vêtement, par exemple, c'est repris. Bruce Lee. Jeu de la mort, ouais. C'est un classique, ça. C'est des classiques de la pop culture. Et partout, dans tous ces films, on voit ça, quoi. Que je trouve assez remarquable chez lui. Puis tu sais qu'à un moment donné, ça va partir en vrille avec lui, quoi. Tu sais que il va y avoir soit une fusillade. Il y a un côté gore qui est repris des films asiatiques où ça saigne sévère. Quand il y a des tueries, c'est vraiment des litres de sang. C'est même exagéré, quoi. Et j'ai une anecdote de partage en vrille. Donc ce film, il a été sélectionné à Cannes. Je crois que c'était la quinzaine des réalisateurs. Et en fait, donc c'est la première fois qu'il va à Cannes. Le Tarantino, il est tout content. C'est un rêve. Et en fait, il se dit, bon, ok, très bien, j'ai mon film qui est sélectionné. Super, c'est génial. Mais maintenant, je vais en profiter pour aller voir d'autres films. Et il a voulu aller voir C'est arrivé près de chez vous, qui était également programmé cette année-là. Et donc, il se pointe à l'entrée de la Projo. Et en fait, il s'est fait sortir par le videur parce que il pensait qu'il pouvait se pointer comme ça. Il dit, ouais, écoute, moi, j'ai mon film qui est là, qui est présenté. J'ai envie d'aller voir ce film. C'est arrivé près de chez vous, laisse-moi passer. Et en fait, il s'est limite battu avec le videur à l'entrée. Il s'est fait sortir comme un malpropre. Et donc, il en garde un excellent souvenir de ce passage à Cannes. J'aurais bien voulu avoir son avis sur le film C'est arrivé près de chez vous. Je pense qu'il a adoré. C'est 2 films de deux guenards, donc je pense qu'ils peuvent se comprendre dans leur délire. Ronaldo, un truc à ajouter sur Reservoir Dogs? Je suis un fan inconditionnel de Tarantino. Et celui-là, je l'ai vécu, je l'ai vu à l'époque au cinéma. Il y a des films, des fois, où on dit il y a un avant, un après, tu vois. Là, je pense qu'on peut le dire. Tu vois, comme Seven avec David Fincher, sur les thrillers. Tu vois, là, tu dis, tiens, il y a un nouveau genre de film qui a été copié, mal copié, des fois bien. Mais quand t'es copié comme ça sur des années après, c'est que t'as mis ta patte, quoi. Moi, je suis beaucoup dialogue, donc je suis gâté, quoi. Quand je vais voir un Tarantino, je sais que même si ça va parler de choses anodines, ça va me plaire. Comme la première scène de Reservoir Dogs. Comme le Big Mac, là, dans Pulp Fiction. Et je peux comprendre qu'il y en a, ils peuvent passer à côté. Un débat, un sujet qui est complètement anodin, qui est léger. Il arrive, en fait, à t'entraîner dedans. Et limite, après, tu prends position pour l'un ou pour l'autre. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'il arrive à créer de l'intérêt. Et ça, on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, c'est, comme tu disais, c'est du génie. Et c'est un travail de maître, quoi. Parce que tu mets un autre metteur en scène, ça accroche pas de la même manière, quoi. Et lui, il a ce filon-là, et tu le ressens même, parce que le personnage, il est très démonstratif. Tu vois qu'il est spécial, en fait, Quentin Tarantino. Tu le vois, ce qu'il dégage et tout.
Il te donne envie d'écouter de la musique, il te donne envie d'aller au cinéma, il te donne envie de lire des bouquins, il te donne envie de lire des BD. En fait, il te donne envie d'aller puiser dans toutes ses sources d'inspiration à lui, en fait. C'est ça qui est génial. Il est hyper volubile. Le Tarantino, tu lui poses une question, t'as un quart d'heure de réponse. On parlait de quel est son meilleur film tout à l'heure. Et la force d'un grand réalisateur, c'est que justement, tout le monde a son meilleur film. Et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il a... Tu peux en dire plusieurs. Et puis 10 ans après, tu revois... Moi, ça m'a fait le cas avec Jackie Brown. Parce que ça a été le film juste après Pulp Fiction. Et on va pas moi, je vais pas me mentir. Quand je l'ai vu, j'étais un petit peu déçu. Et depuis, je l'ai revu. Et j'adore Jackie Brown. Je l'ai redécouvert, quoi. Quelqu'un va ajouter quelque chose ou... On ferme cette parenthèse. Oui, sinon je vais commencer à parler de Once Upon a Time in Hollywood et c'est pas le sujet. Tu veux nous parler de ça et d'Apocalypse Now, on en a pour 2-3 heures encore. Salut Jimmy. Félicitations. Voilà ton cadeau de fin d'études. Un cadeau, mais je me suis fait passer. Ça arrive à tout le monde, mais t'as été parfait, t'as rien bavé et ils savent rien. Je croyais que tu serais furax. Moi, je suis pas furax, je suis fier de toi. T'as fait ton baptême de tôle comme un chef. Et t'as appris 2 choses essentielles dans la vie. Quoi? Regarde-moi. Jamais balancer les copains. Et toujours la mettre veilleuse. Ouais, regardez-le voir. Oh, t'as perdu ton pucelin. Et là, on arrive au dernier film de... ça passe vite, hein. Le premier film, tu veux dire? Le dernier film. Ah, excuse-moi. Le dernier film de la liste, et le premier en partant du bas, comme disait Jean-Claude Van Damme, le DIMAC. Donc, Les Affranchis de Martin Scorsese. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce film. Le film commence par une voix off. Autant que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster. Dès le début, le ton est donné. Dès le début, le ton est donné. Le procédé d'introduire sous nos yeux un novice dans un univers qu'il ne connaît pas, ça va faciliter énormément la plongée du spectateur dans ce monde. Un procédé qui a même été repris là récemment dans le film Les Misérables, mais cette fois du côté de la police. Donc déjà, ça, ce dispositif, il est hyper ingénieux, il fonctionne parfaitement. On est obligé de parler du plan séquence de début, qui est une fabuleuse immersion dans l'univers de la mafia, donc toujours accompagné de cette voix off. Donc c'est Ray Liotta qui joue Henry Hill. Il rentre avec sa femme, et là, tout de suite, on a une présentation de l'univers avec les personnages. La puissance, entre autres, parce qu'il y a tellement de puissance dans ce film, mais c'est les seconds rôles, ils sont tous charismatiques, à l'image de Jimmy deux fois. Je vais chercher des clopes. C'est incroyable. Enfin, Scorsese, c'est le maître des films de gangsters. On sent de toute façon que depuis tout petit, il a été fasciné par cet univers. Tout est parfaitement maîtrisé. C'est une histoire qui est captivante. Donc c'est un adolescent qui rêvait de devenir gangster. Moi, je peux ajouter que c'est un film qui est fascinant. C'est un film qui est violent et sans pitié par moments. Il a des plans géniaux. La technique est hyper maîtrisée. On parlait de plans séquences, mais tu as aussi des travelling. Enfin, ce film-là, c'est un tout. C'est une globalité. On peut parler aussi de Jimmy Conway, Robert De Niro. Est-ce que vous savez que Al Pacino a refusé le rôle? Quelle erreur! Jimmy Conway, donc interprété par Robert De Niro, il est glaçant de réalisme. Qu'avec lui et qu'avec son groupe, la vie d'un homme, elle peut basculer à tout moment. En fonction de leurs humeurs, quand tu les écoutes parler, tu as l'impression d'avoir affaire à des mecs dans un milieu mondain, qui sont bien sapés, qui sont élégants, qui sont dans des restos. Tu as l'impression en fait que tu as affaire à des traders, sauf que eux, ils bossent pas à la banque, ils la braquent. C'est un autre délire en fait, ce côté cool, apaisé. Ils sont aussi très très calmes, hein. Sauf un, on va en parler. Le petit teigneux. Impulsif, sanguin, de ouf. On peut en parler tout de suite, hein. Les colères de Joe Pesci, qui joue le rôle de Tommy DeVito dedans, qui est incontrôlable, qui est sanguin. On dirait aujourd'hui, je pense qu'on dirait qu'il est bipolaire, hein, parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas ce terme. Mais c'est aussi un fanfaron et tout ça. Il a obtenu un Oscar pour le rôle. Meilleur second rôle. Ouais. Voilà, meilleur second rôle. You think I'm funny? Je suis drôle. C'est une scène qui est vraiment arrivée à Danny DeVito quand il était jeune dans un restaurant italien, avec un véritable gangster. Apparemment, Mo, il l'apprend. Ronaldo, il apprend rien du tout. C'est lui qui écrit les fiches. On peut parler aussi de la bande-son. Elle est magistrale. Scorsese, c'est un mélomane, hein. C'est également un mélomane comme Tarantino, comme Kubrick, comme ces grands réalisateurs qui ont une culture qui sort du cadre du cinéma et qu'ils arrivent à utiliser au profit de leurs propres films. Scorsese, c'est aussi un grand cinéphile. C'est quelqu'un qui
qui en a soupé du film. Il y a des influences de la nouvelle vague dans ces films. C'est ce qui fait que sa mise en scène est à la fois accessible et en même temps sophistiquée, qui se veut pas m'as-tu vu, qui finalement est relativement classique dans la façon de filmer, mais qui est tellement nourri de références et cinématographiques et culturelles au sens large du terme que ça en devient un travail d'orfèvre en fait. C'est une mise en scène, c'est un découpage technique qui va sublimer la caractérisation des personnages. Ces mouvements lents, stables, entre autres, ou ces gros plans, ils subliment en fait ces personnages. Ils sont pas là pour dire voilà, regardez, j'ai la technique, je sais la maîtriser. Non, ils sont vraiment au service des personnages. Tout est justifié. Il y a du sens. À chaque fois, il y a du sens. Notamment les plans fixes. Il y a pas mal de plans fixes dans le film. Et à chaque fois, ils interviennent à des moments clés du film. C'est pas juste un artifice comme on peut en voir dans d'autres films où justement on sent que là les références sont mal digérées, que c'est juste des effets de manche pour un peu m'as-tu vu. Non, chez Scorsese, tout fait sens en fait. Et c'est ça qui est génial. Ce qu'on retient du film, c'est un casting parfait. Complètement parfait, quoi. Très, très choral. Et il n'y a pas un seul personnage qui ne soit pas à sa place, en fait. Il y a un vrai esprit de camaraderie. Je pense que ce film-là, effectivement, il est intemporel parce qu'encore une fois, il traite du comportement de ces personnages-là qu'on peut retrouver dans des stéréotypes même d'aujourd'hui avec certains gangsters où quand tu discutes avec eux, tu sais que ça peut partir en vrille à tout moment alors qu'ils sont très calmes. Tu sens en fait que l'ambiance elle est pas la même. Tu sens que tout de suite il y a une espèce d'aura différente. Tu sens que en fait en gros on joue pas dans le même game. Et là dans ce film-là, cette posture-là tu la ressens. Tu vois ce que je veux dire? C'est que autant dans Reservoir Dogs, bon tu sens que les mecs voilà ils peuvent te canner tout ça, hein, mais là t'observes. Bah, d'ailleurs c'est comme ça. Hein, le personnage d'Henry Hill à la base il fait que observer. Il est très calme, il apprend. T'es dans une construction de leur univers. Une des scènes mythiques du film, c'est quand t'as De Niro qui va voir le jeune Henry et qui lui dit « C'est bien, mon gars, t'as respecté, t'as pas balance et tout ça. » Et donc, il lui explique, en fait, donc il le drive, en fait. Et lui, le fait que ce jeune, il voit le respect dans les yeux, c'est une forme d'appartenance au clan. On est dans la notion de communauté à chaque fois. La notion de communauté qui est régie. Italienne, en plus, hein, donc c'est encore un autre degré de l'importance de la famille et du clan, quoi. Qui est régi par ses propres codes qu'il faut respecter. Et quand tu respectes les codes, eh ben tu pars gagnant en fait. Voilà, tu sais que tu peux compter sur tes complices qui sont plus que des complices. Et ça peut devenir des amis. Mais c'est une famille, hein, c'est une famille. La notion de famille, effectivement, voilà. Bah, d'ailleurs, dedans, il y a un côté assumé dans les dialogues où ça peut être misogyne, raciste. Il y a beaucoup de dialogues où, voilà. Il y a beaucoup de phoques aussi. Hein. Je crois que le mot phoque est prononcé 321 fois, principalement par Joe Pesci, par Tommy DeVito, ouais, entre autres. Oui, dans les propos, c'est pas édulcoré, quoi. Il n'y a pas de politiquement correct, hein, ça c'est sûr. Quand tu dis intemporel, effectivement, on te rend compte que le film, il a 30 ans, quoi. Moi, quand je le fais découvrir à des jeunes de maintenant, c'est comme si le film, il avait été fait là. On peut dire qu'il n'y a pas de longueur. Alors après, c'est toujours pareil, il y en a peut-être qui vont en trouver. Mais tu vois, par exemple, Le Parrain, si on va parler des classiques, tu te dis pas comme ça, tiens, ce soir, je vais me regarder Le Parrain. Tu te prépares un peu, ouais. Ouais, faut être en forme. Faut être en forme. Les Affranchis, c'est comme si tu te disais, ouais, bah tiens. Au petit-déj. Au petit-déj. Pas de temps mort, rien n'est acheté. C'est un film qui est captivant. C'est un peu le Graal des films de gangsters pour beaucoup, en tout cas. C'est un chef-d'œuvre dans sa mise en scène, dans ses personnages, dans ce qu'il raconte. Moi, j'aime beaucoup aussi le rôle de la femme d'Henry, Karen Hill. C'est elle qui subit de plein fouet la déchéance de son mari parce qu'elle subit en fait les conséquences quand elle le revoit complètement cocaïné. Elle assiste à sa chute, mais en réalité en étant malheureusement pieds et poings liés entre guillemets, quoi. Donc je trouve que c'est un personnage aussi on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un personnage qui a une grosse importance aussi dans l'histoire. Il fait le lien avec le spectateur, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. Je sais pas, Seb, si tu veux aussi. Comment t'as découvert ce film? Quand est-ce que tu l'as vu? Quelles sont tes impressions? J'étais au collège et il y avait un gars au collège ses parents travaillaient dans une vidéothèque et il dupliquait avec 2 magnétoscopes, il dupliquait les films qui sortaient en vidéothèque. Ah, ça me rappelle un mec. On se les refilait comme ça entre potes. Ah, mais j'ai connu un mec aussi comme ça. Il est pas loin de moi là, il est en face de moi. Ça bicravait des VHS, quoi. Eh ben, à l'école, j'étais de ceux qui ne bénéficiaient pas de ce petit privilège de pouvoir avoir les copies de ce
film-là, c'était le premier où j'ai pu pouvoir accéder à ce petit business de cassettes pirates. Et je l'ai découvert, c'était mon premier film de gangster, vraiment. C'était le premier. J'ai complètement adoré. Moi, ce que j'aime surtout chez Martin Scorsese dans ce film-là, c'est qu'il emmène le spectateur direct comme s'il racontait une histoire. En fait, il raconte quelque chose, il dit, tiens, bah voilà, je vais te raconter machin et tout. Il y a une voix off qui t'emmène comme ça, et tu fais partie du film dès le début. Qui vient te choper, c'est en te racontant une histoire comme si t'étais le pote du personnage principal. À travers plein de flashbacks, il y a plein d'épisodes, et tout d'un coup, ça devient violent. Et tout d'un coup, c'est drôle. Transporté dans cette spirale, et on est complètement spectateur dans le film. Mais vraiment, voilà. Et j'ai remarqué que c'est pareil dans Casino, par exemple. Casino qui aurait pu être dans la liste des films. Casino, c'est une voix off, il te raconte une histoire. C'est pareil dans Le Loup de Wall Street. C'est la même mécanique. Et c'est ça que j'aime chez Martin Scorsese. Ouais. Mais même dans la manière dont c'est filmé comme si il y avait quelqu'un qui accompagnait l'équipe. Et la caméra, quand tu suis les personnages et tout, ben en fait, c'est le spectateur qui est la caméra, finalement. Et c'est ça que j'aime chez lui. C'est une des caractéristiques de Scorsese, ouais, c'est de pouvoir emmener comme ça le spectateur dans un paradigme. Après, sur ce film, il y a aussi une portée réaliste, puis l'histoire, elle est basée sur des personnages réels. Henry Hill, il a vraiment existé. D'ailleurs, il faut savoir qu'il a dénoncé donc ses complices en 1980. Et quand le film est sorti, il était ensuite sous protection rapprochée et il a dû s'installer ailleurs. Donc ce film, il a une résonance aussi dans la réalité. Il peut y avoir un impact et des conséquences sur la vie de tout un chacun. Christophe, toi, tu as un rapport particulier avec ce film parce que ça a été un déclencheur dans un moment de ta vie où voilà, quoi, tu t'es laissé peut-être submerger du haut de ta vingtaine. Et si tu veux un peu nous en parler, c'est la partie un petit peu confession intime de l'émission. On peut changer les noms. Tu t'appelles Mr. Green. Hein. C'est un film qui a eu un impact immense dans ta vie et qui a fait en sorte que tu es passé par la case-prison, quoi. Donc c'est quand même du sérieux. Tu as été condamné à 4 ans ferme. Quelles sont les dispositions en fait, qui ont fait que tu as vu ce film et qu'à un moment donné, tu as voulu épouser un petit peu ce mode de vie Comme quoi le cinéma, pour ceux qui doutent encore que ça peut avoir un impact, mais donc c'est en 91 précisément que je l'ai vu, parce qu'il est sorti je crois fin 90. Fin 90, ouais. Fin 90, et moi j'étais dans le foot jusqu'à 90, jusqu'à la Coupe du Monde 90, je parlais que de foot. Et j'allais voir des films, j'en ai vu pas mal, mais les films de gangsters, je connaissais pas. Et puis en 91, début 91, 2 choses se passent dans ma vie. Je rencontre ma première femme qui est enceinte rapidement, donc je vais avoir un enfant, donc tout va bien. Et je vois ce film, peut-être 2 mois avant la naissance de mon fils, quoi. Et ça a été une claque déjà cinématographiquement, parce que bon, on peut en parler pendant 1000 ans, mais le film il est complètement énorme. Mais à côté de ça, donc moi j'ai 20 ans et c'est vrai que... Tu l'as vu au cinéma, tu l'as découvert comment? Je l'ai vu au cinéma. En plus, vraiment... Il y a la police. Tiens, bah voilà, c'est pour toi ça. Il y a l'ambiance. Je vais arrêter de parler tout de suite. On va les laisser passer, c'est bon, ils sont passés. On n'est pas sur écoute. Hein. Ah là, ils reviennent, alors non, c'est bon. Ouais, donc je découvre par un pote qui lui était fan de Scarface, tout ça. Bon bref, je dis vas-y, on y va. C'est Ray Liotta, c'est Ray Liotta, c'est l'acteur, mais c'est Henry. J'ai bu, ses paroles. Tu t'es complètement identifié, en fait. On sait très bien que les films, quand ils sont faits, c'est pas fait pour ça. Comme De Palma dira que Scarface, il avait fait ce film pour justement... dénoncer un peu ce... Ouais, dénoncer tout ça. Bon, ça avait fait l'effet contraire. Scénario d'Oliver Stone aussi, qui est très critique et tout envers la société. Et là, t'as l'impression que c'est un mode d'emploi, quoi. Tu vois, Les Affranchis, un mode d'emploi pour... Comment rentrer là-dedans, tu vois? Parce que tous les autres films qu'on a parlé tout à l'heure, là, c'est le seul film où vraiment t'es plongé à l'intérieur. Il n'y a pas d'histoire de romance, il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit, de suspense vraiment incroyable. Peut-être à la fin, oui, quand il se fait un peu poursuivre, mais tu vois, tout est basé sur, voilà, t'es avec eux, comme je disais tout à l'heure, t'es tes potes pendant 2h40, enfin 2h20, on va dire, que les 20 dernières minutes, c'est un peu moins tes potes. Mais quand t'es jeune, c'est marrant, les fins de films, ça t'intéresse pas, quoi. Ah bah, Scarface, il y en a, ils se sont arrêtés à Say hello to my little friend, hein. Ils ont vu les 5 mecs sont morts et ils ont dit c'est bon, c'est fini le film. Tu couches avec ta sœur, c'est pas un problème, on s'en fout. Ah, il a fait ça? Bon, bref. Voilà, donc, ça a eu une influence énorme. Jamel, il connaît un petit peu mon histoire. Oui, je connais un peu ton parcours, ouais, bien sûr. Des fois, on se rend pas compte de l'impact cinématographique
que ça peut avoir sur nos propres vies, quoi. Après, des fois, ça a des conséquences positives, des fois des conséquences négatives. Je pense par exemple à des films de sport, tu vois, les films de Bruce Lee, de Van Damme. T'as plein de gens qui ont ouvert des centres de sport, qui se sont investis dans les arts martiaux, qui ont ouvert peut-être aussi des écoles, tu vois, qui sont devenus des shidoshi, bref. La question ici, elle est pas de faire l'apologie de quoi que ce soit ou de ce genre de choses, mais effectivement, c'est de se dire que le cinéma peut avoir une véritable influence sur nos choix de vie, sur notre façon d'être. Et ce genre en particulier fascine. Il y a une fascination en fait pour ces personnages qui existent, qui sont réalistes, parce qu'il y en a beaucoup comme les Affranchis qui sont basés sur des personnages existants. Et donc voilà, on s'identifie très facilement de par leur charisme. C'est des personnages charismatiques. Mais comme le dit très bien Christophe, et c'est là où c'est super intéressant son témoignage de vie, souvent on oublie ce qui peut se passer après. Comme il a dit, les 20 dernières minutes, quand on parle de Scarface, et quand t'es jeune, au contraire, t'es imbibé, t'as envie de voir cette réalité-là, mais tu te rends pas compte qu'à côté, ça peut être aussi ta vie qui peut basculer, parce qu'en prison, il peut se passer n'importe quoi en réalité. On peut faire le parallèle aussi avec le rap aujourd'hui. Tu vois, beaucoup de gens disent parce qu'il y a beaucoup de questions aussi de drogue, de trucs comme ça dans le rap, et les rappeurs s'enlèvent les mains en disant maintenant, on fait de la fiction. Et t'as des jeunes aussi qui rentrent un peu dans ces milieux-là et les parents sont un peu dépassés. Après, c'est encore un autre, c'est un autre débat, c'est un autre truc. Et aussi, ce qui traite un peu dans ce film sur l'influence que ça peut avoir, c'est que tu parlais de prison tout à l'heure. Et quand tu regardes le film, tu penses pas à la prison. Parce qu'il n'y a pas de prison dedans. La seule fois où ils y vont un petit peu, c'est super. Tu te rappelles, ils se font leur petit plat, tout ça. Donc il n'y a pas de prison, il n'y a pas de milieu carcéral. Pas comme un prophète, comme tu dis, où si tu sais pas comment c'est, il te montre. Mais là, il n'y a pas de prison. Et même à la fin, il y va pas en prison. Enfin, il peut même échapper à la prison à la fin, quoi. Voilà. Puis après, on peut se poser la question sur balancer, pas balancer, tout ça, parce que ça, c'est des sujets où. Voilà, quoi. Donc, voilà. Ce film, moi, il fait partie de mes 3 meilleurs films, comme j'ai dit tout à l'heure, en off de tous les temps. À votre avis, que tu as des films qui peuvent être aussi influençables, entre guillemets, aujourd'hui, ou bien ça fait partie d'une époque? Toujours confondu ou Non, je parle de films de gangsters. Il faudra interroger, par exemple, tu vois, on prend le cas d'American Gangster avec Denzel Washington, mais juste par rapport à l'influence, moi, comme je suis resté bloqué aux Affranchis et que ça m'a vacciné, je suis toujours un peu déjà déçu d'aller voir ces films-là, mais je crois que c'est au-delà de la déception, c'est que comme ça me fait plus le même effet, je passe un peu à côté. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que si American Gangster était sorti en 90, ils sont pas du tout équivalents, mais en termes de qualité. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est faudrait se demander à ceux qui vont voir ces films-là, je sais pas. Moi, en tous les cas, maintenant, ça me passe, au-dessus de la tête. Mais bon, voilà, j'ai été vacciné par Les Affranchis. Tant mieux, c'est le meilleur film. Chaque décennie a ses perles et ses classiques, donc de toute façon. De toute façon, tous les films des années 2000, je me suis arrêté aux années 90. Après, certains disent que c'est la meilleure décennie, tout cinéma confondu. Après, je sais pas, faudrait en discuter, mais. Les années 80 aussi, un vivier. Ouais, mais attention, les années 90, c'est. Attention, tout genre confondu. Ouais, mais c'est un peu certains films comme il dit Jamel, comme Scarface et tout. C'est 80 Scarface, oui. Oui, on reste toujours dans le même genre. Moi, je parle en général. Il y a que 10 ans d'écart et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films des années 80 qui ont vraiment vieilli. Alors que dès que tu passes une décennie 90, déjà ça vieillit un peu moins, je trouve. Mais après, peut-être que je me trompe. Mais années 80, des fois, c'est. Quelques anecdotes. Est-ce que tu savais que dans le film, il y a eu des vrais gangsters qui ont été embauchés pour des rôles de figurants, qui ont assisté au tournage du film en tant que figurants, donc on les voit dans le film. Et au moment en fait de donner leur numéro de sécurité sociale à la Warner Bros pour qu'ils soient payés, c'était un peu compliqué. Parce que comme c'était des mecs qui avaient des gros un CV, pas un CV cinématographique, du coup ils ont donné des faux numéros de sécurité sociale à la Warner. Ils n'ont pas été payés du coup alors. Et du coup on sait toujours pas comment ils ont été payés. Est-ce que ça a été par chèque? Est-ce que ça a été avec le mobilier du tournage, avec les costumes? Dernière petite anecdote. Martin Scorsese a été entouré de ses gardes du corps et t'as Ray Liotta qui arrive et qui essaie de lui parler. Et là, t'as un des gardes du corps qui le rejette violemment. Et Ray Liotta, il garde son calme. Il bronche pas. Et tout de suite, Martin Scorsese, tu vois, il se dit un truc de ouf. Plein d'acteurs qui auraient tapé une gueulante. Et lui, il est resté calme. Il dit, mais c'est exactement ce que je recherche pour le rôle des Affranchis. Un mec qui garde son calme et qui observe. Il lui a parlé, ils ont discuté. Finalement, il dit, tu sais quoi, j'ai un rôle pour toi. Sacré casting. Et puis, comme on en parlait avec Seb aussi,
Bah effectivement, on peut dire qu'il y a eu un spin-off, une espèce de déclinaison en tout cas, avec la série des Sopranos, puisqu'on retrouve jusqu'à 27 acteurs du film hein, qui jouent ensuite dans la série. Alors moi, je la connais pas particulièrement. Apparemment, c'est un classique, quoi. C'est une série qui est clairement inspirée des Affranchis. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis c'est un peu un spin-off, ouais. Ah, c'est une de mes séries favorites, moi. Tu l'as vu? Oui, bien sûr, bien sûr. T'en as pensé quoi? Génial. Génial, ouais. Génial. Bon, bien sûr, après, c'est un petit peu moins violent, mais c'est normal, parce qu'après, bon, c'est... Il y a des exécutions sommaires quand même dans les Sopranos qui sont pas piquées des verres. Hein. Oui, il y a des trucs sympas quand même. Hein. Oui. Et d'ailleurs, dans Les Affranchis, il y a un des acteurs, là, celui qui se fait tirer dans le pied. Oui, Spider. Donc on retrouve aussi dans Les Sopranos qui se fait aussi tirer dans le pied. On va aussi évoquer quelques mentions honorables, hein, parce que, encore une fois, cette liste, elle est loin d'être exhaustive. Alors, je voulais parler également de La Cité de Dieu, de Fernando Meirelles et Caeta Lund, sorti en 2003, qui met en scène le quotidien hyper dur et violent d'enfants dans un favela de Rio dans les années 60. Donc ça, on est d'accord que c'est un film aussi qui a marqué toute une génération. Arnaque, crime et botanique. Pourquoi pas? American Gangster. Ouais. Et Le Traître de Marco Bellocchio. Donc ça, film très récent. Je voulais vous parler de ce film parce qu'il met en scène les guerres de clans entre des familles siciliennes au cœur de la Cosa Nostra. Et la particularité de ce genre de film italien, c'est que l'angle est déjà traité de manière hyper réaliste, mais c'est beaucoup moins glamour que certains films américains. Et ça correspond plus à, on va dire, à une satire, à une critique en fait d'un système clanique mafieux. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus dur et de beaucoup plus critique. On est vraiment loin des paillettes. On est sur quelque chose de beaucoup plus... Le cinéma italien qui traite ces histoires de mafia de cette manière-là, c'est vraiment super intéressant. Comme Gomorrah. Comme la série Gomorrah, exactement. Qui est un film à la base. Exactement, qui est un film, ouais, tout à fait. Et Les Sentiers de la Perdition, non? Non, j'ai pas. Et Les Tontons Flingueurs? T'aurais pu, carrément. Un grand classique. Un peu plus tendre dans l'approche, mais... Comique. On est dans le comique. Vous avez des mentions honorables aussi à citer, peut-être? J'en ai une de mention honorable, c'est The Town, avec Ben Affleck. Donc gang, ça se passe à Boston, il me semble. Ou Chicago, je sais plus, enfin une ville américaine comme ça. Donc pareil, famille de gangsters, fraternité, des braqueurs et voilà, petit film qui paye pas de mine mais qui se regarde très très bien, j'aime beaucoup. Christophe? King of New York. Faudrait que je le revoie parce que j'étais trop jeune, je crois. Il est quand même à part celui-là. Immense acteur, Christopher Walken. Et toi, Seb? Rock'n'Rolla de Guy Ritchie. Ok, on passe à la rubrique décimation. Ceux qui survivront à la décimation seront bannis après l'exécution du châtiment. La décimation. Depuis le règne de Marius, ce rituel sauvage n'a plus jamais été infligé. Ronaldo, pour t'expliquer un peu la rubrique décimation, des films que moi, personnellement, j'ai pas du tout accroché pour X ou Y raison. Après, c'est complètement subjectif. J'aurais parlé d'un film qui est sorti en 2006 qui s'appelle Mise à prix de Joe Carnahan. Je sais pas si ça te parle, le mot. Non. C'est un ratage complet. C'est un Tarantino-like, entre guillemets, tu vois. C'est un Tarantino à la sauce Lidl. Encore qu'à Lidl, tu trouves des bons trucs, des bons fruits, des choses de première nécessité qui confirment que tu peux sortir de ton confinement. Mais là, même confiné, t'as une télé, tu le regardes pas le film, tu vois. Et un deuxième film, celui-ci, je suis un peu plus nuancé, mais voilà. Pas une catastrophe, mais en tout cas, un film que j'ai pas du tout accroché, c'est Gangster Squad de Ruben Fleischer avec Ryan Gosling. Ces deux films-là, ils ont un super casting. Mais ça prouve que c'est pas un casting qui fait un film, quoi. Et non, la mise en scène. La mise en scène, entre autres. Voilà, c'était ma décimation. Je vais rester calme, hein, parce que bon, on parle de films de gangsters, j'ai pas non plus envie de me faire retrouver dans une mallette. Pour ça, je préfère être pondéré, nuancé. Couler dans du béton. Voilà, donc j'ai pas trop accroché, c'est tout. Après, ils ont des bonnes qualités quand même. Hein. Tranquille, je sais pas être trop difficile. Attends, excuse-moi, je reviens sur Gangster Squad. Oui, fais pas de problème. C'est pas des flics ripoux avec des braqueurs en face? Non, c'est pas ça. Celui-là, il est mieux, tu dis. Bref. On passe au coup de cœur. Bon, à ce que je vois, tu fais le boucher. Mais est-ce que tu connais? Ça me titillait de le mettre dans la liste. C'est vraiment un très bon film d'un acteur qu'on a beaucoup cité aujourd'hui et qui est aussi le réalisateur de ce film. Je vais parler de Il était une fois dans le Bronx de Robert De Niro, sorti en 1994. L'histoire de la communauté italienne des années 60 dans le Bronx à travers les yeux d'un jeune garçon du nom de Calogero, 9 ans,
qui hésite entre la vie de son père, donc qui est chauffeur de bus, honnête et travailleur, donc incarné par Robert De Niro, et celle des affranchis, qui semble plus prometteuse. Donc là encore, on est dans un dilemme, on est dans des enjeux. Et un rôle pour Robert De Niro qui est, cette fois, qui est complètement à l'antithèse, qui bascule du côté ordinaire. Et c'est super intéressant de voir le regard de ce garçon qui va à chaque fois comme ça, qui va osciller entre l'exemplarité de son père et la fascination qu'il va avoir aussi pour les gangsters, pour la mafia locale, quoi. Et t'as une super ambiance, t'as une super musique, l'histoire elle est touchante, des super acteurs. C'est un film de gangster qui se transmet justement de bonnes valeurs à la fin, sans trop spoiler, quoi. Et un petit peu plus familial que les autres. On peut regarder, peut-être pas en famille, mais voilà. Il n'y a pas 254 000 fuck dans le film, donc effectivement tu peux le regarder en famille. Autre coup de cœur, j'ai Les Indomptés. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? De Michael Kaberlinkoff, sorti en 1991. Personne ne connaît. C'est vraiment un film oublié, avec Christian Slater et Patrick Dempsey. Ah si, je vais t'en parler, je l'ai vu. Les Indomptés, Mobster en anglais. Donc c'est l'association en fait de deux gangs mafieux qui vont s'opposer encore à d'autres criminels. Et ça se passe donc dans les années 20, pendant la période de Prohibition. Moi, j'ai trouvé ce film très plaisant. C'est une petite série B, sans grande prétention, mais franchement, ça se regarde super bien. Moi, j'aime beaucoup le casting. Christian Slater, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Et Patrick Dempsey, je trouve qu'il fait le job. Bah écoute, c'est marrant que tu parles des Indomptés parce que, je vais en parler là, mais ça va faire rebondir sur les deux coups de cœur que j'ai après. Un, par rapport à que dans les Indomptés, les 4 mafieux qui se réunissent, alors sur l'affiche du film, ils sont 4, si je dis pas de bêtises. Bon, il y en a un, je me rappelle plus trop, mais surtout dedans, il y a Lucky Luciano, effectivement, mais il y a aussi et surtout Bugsy, ces figures hyper connues du banditisme, Bugsy et Lucky Luciano. Deux noms qui ont inspiré deux rappeurs français aussi, hein. Tommy Bugsy et Laura Luciano. Exactement. Alors Lucky Luciano aussi, pourquoi Lucky ? Parce qu'il a été maintes fois, on a maintes fois essayé de le tuer, et à chaque fois par miracle, il échappait. Bon bref. C'est un peu le Chiro. Et donc les Indomptés. Ouais, voilà. On suit Bugsy quand il est jeune, et là ça va rebondir sur un autre film coup de cœur que j'ai, mais qui reste quand même très classique comme film et presque scolaire, mais c'est Bugsy. Donc là il est plus jeune, il est plus âgé, et donc c'est la suite où il va créer le Flamingo Road, et c'est grâce à lui ou à cause de lui que Las Vegas va exister, quoi. Voilà, donc c'est marrant que tu parles de ça par rapport à moi, Bugsy. Et le deuxième truc, c'est marrant, c'est que tu me parles de Christian Slater, et ça me fait rebondir. Alors là, c'est un peu plus connu, mais ça reste un coup de cœur, c'est True Romance. Mais je crois que c'est un scénario de Tarantino, mais... C'est un scénario de Tarantino, exact. On est à la frontière, en fait, de plusieurs sous-genres, effectivement, quoi. Et donc, le dernier film coup de cœur, Miller's Crossing, hein, et je vais laisser des frères Cohen, sorti en 90, donc je vais laisser Mo en parler. Bon, deux mots, c'est un coup de maître chez les frères Cohen, hein. On est dans les codes du film de mafieux, avec sa communauté, avec ses règles, avec le personnage qui grimpe les échelons, qui est charismatique et qui est face à des choix à chaque fois, avec on a de la trahison, on a tout ce qu'il faut en fait, les recettes en fait, un réalisateur et un scénariste de génie derrière, et puis un casting de malade également, hein, donc Gabriel Byrne. Il y a une scène en fait qui est emblématique où il doit exécuter un traître, et la première fois le traître en fait arrive à sauver sa peau par les sentiments, en lui disant mais regarde ton cœur, ne me tue pas, et il l'épargne, il est attendri par ce personnage, et la scène se répète une seconde fois, quasiment à l'identique, avec les mêmes répliques, regarde ton cœur, épargne-moi, regarde ton cœur, et cette fois-ci il lui répond mais quel cœur, et bim, voilà. Ça me rappelle Ronaldo avec les clients en 2002. Au début, il offrait des DVD et après, il mettait des claques. Et je voudrais parler vite fait, si vous me l'autorisez, de deux autres films, de deux coups de cœur. Oui, rapidement. Parce qu'on a dépassé le timing. Hein. Très vite, je fais très vite. Il y en a un qui est un film de Andrew Dominic qui s'appelle Kogan, Killing Them Softly. Il n'y a aucune traduction en français, ça c'est pareil. Et il y a Brad Pitt, il y a Jeff Gandolfini, donc des Sopranos, qui joue dedans. Il y a un casting de malade. Il y a Ray Liotta qui joue dedans également. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un film de gangster, mais qui parle de la crise. C'est un film qui est post-crise économique de 2008, je crois, la crise de 2008. Et le dernier film dont je voulais parler, là, on change de continent. On est chez les Hongkongais, parce que chez les Hongkongais, il y a tout un vivier de films de mafieux. J'en cite qu'un seul. C'est Élection de Johnny To. 2012, je crois, quelque chose comme ça. 2005, pardon. C'est un film de mafia ? Ouais, on est dans la triade. Élection ? Élection. C'est l'histoire de Balkany ? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Il y en a deux, en fait. Il y a Élection 1 et Élection 2.
Je vous recommande les deux. Et donc, ils doivent élire le nouveau parrain. Et donc, c'est un peu les différents clans, les alliances qui se font pour entre chaque clan pour élire le nouveau parrain. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il n'y a aucun coup de feu qui est tiré. On est dans la mafia à Hong Kong, où donc les armes à feu sont interdites. Et donc, tous les règlements de compte se font à l'arme blanche. Et c'est d'une violence. Il y en a très peu des scènes de violence, mais quand elles explosent, c'est d'une violence absolue. Voilà, donc très intéressant comme film que je vous recommande. Je ne connaissais pas du tout. Mais ça permet d'élargir son spectre, hein. C'est pour ça qu'on a créé le Spectrum. On va pouvoir clôturer cette émission. Bah, écoute, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à partager avec vous, à me remémorer certains de ces films. Encore une fois, désolé, hein, je sais, je les vois bien, les gens qui... Oui, mais il manque celui-ci, il manque celui-là, il manque Scarface, il manque ça. Oui, mais on peut pas tous les faire. Encore une fois, c'est des films qu'on abordera sûrement dans d'autres épisodes. On peut nous retrouver sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est très important pour le référencement. Et on vous dit à très vite pour... compte Instagram aussi. Le compte Instagram, le compte Facebook. À très vite, grosse bise, salut, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer mon copain. Qui que tu sois.